Mesdames, Messieurs, très chers amis, tout d'abord, soyez les bienvenus à Montfermeil. Et pour ceux qui viennent de loin, qui ne sont pas de la région parisienne, Montfermeil, c'est un petit village de 30 000 habitants, situé à 15 km de Paris, 15 km de Roissy et 15 km de Marne-la-Vallée. Voilà, c'est facile à situer. Et on est sur le point culminant de la Seine-Saint-Denis, du point de vue géographique, puisque d'un côté, quand on regarde vers le sud, on se tourne vers la vallée de la Marne. Quand on regarde vers le nord, eh bien c'est la plaine de France, là où il y a Roissy. C'est également un endroit rendu célèbre par Victor Hugo, puisque vous avez à 300-400 mètres d'ici la source où Jean Valjean a rencontré Cosette, qui était employée par les Thénardier, dont l'auberge est située à 200-250 mètres d'ici, dans le vieux centre-ville, à côté de notre église, dont les fondations sont du XIIe siècle. Voilà, pour ceux qui mieux situent la ville qui vous accueille. Et je voudrais vous dire que c'est pour nous, en tout cas pour moi en ma qualité de maire, et un certain nombre de mes élus sont là, nous viendrons vous voir durant la journée. C'est un honneur de vous accueillir et nous le faisons avec beaucoup d'humilité, puisque voilà, nous avons pris des positions, certes, mais peut-être que nous n'avons pas à souffrir dans notre chair, comme bon nombre d'entre vous, les conséquences de ce que nous avons eu à vivre ces dernières années. Donc c'est vraiment avec une très grande humilité que nous vous accueillons. Je voudrais vous remercier également de votre présence et de l'intérêt que vous portez à ces différents sujets et du bien que vous apportez à la vérité des choses. Et lorsqu'on travaille pour la vérité, on travaille également pour le bien de nos semblables. Remercier tous les orateurs qui vont se succéder à la tribune. Les remercier pour la qualité et la persévérance mise à approfondir leur domaine d'observation et de recherche. Et j'aurai une mention particulière pour cette idée originale, très puissante des bâches, qui, voilà, les cathédrales avec leurs vitraux et leurs statues, c'était un catéchisme de pierre, un catéchisme de verre. Ben là, il y a une espèce de catéchisme de bâches, et que ces bâches servent à bâcher un certain nombre de personnes me semble plutôt approprié. Voilà, donc bravo pour le travail, parce que c'est très clair, c'est factuel, bien à lire. Merci. Et je voudrais plus encore remercier toutes les personnes qui ont dû sacrifier au service de la vérité et du secours à autrui leur temps, leur notoriété, leur réputation, leurs moyens de subsistance. Ils ont dû affronter calomnie, mépris, menaces, procès, condamnations. Ils méritent notre respect et notre reconnaissance. Donc merci à tous les orateurs de la journée. Enfin, une dernière et particulière mention pour le docteur Marie, qui porte depuis de nombreux mois l'organisation de cette journée à Montfermeil. Elle a su, avec son époux et son fils, sa garde rapprochée, convaincre, rassembler et organiser. Je salue ce travail. Nous trouvons une grande diversité de personnalités et d'associations qui, toutes, avec leur charisme particulier, font œuvre commune et partagent leurs préoccupations. Je veux encourager et saluer cet effort d'unité, sachant qu'autrement, tout royaume divisé contre lui-même périra. Merci d'avoir fait ce travail de rassemblement. Ces remerciements faits, nous aurons une pensée pour toutes les victimes de ce Covid, fléau planétaire, qui laisse derrière lui ses morts, ses malades et ses ruines sociales, psychologiques et humaines. Nous aurons plus particulièrement encore une pensée pour tous les grands témoins, toutes les grandes voix qui se sont élevées à un titre ou à un autre contre ce fabuleux mensonge et dont on peut penser qu'ils l'ont payé de leur vie. Je viens d'évoquer ce fabuleux mensonge, il l'est assurément, mais mon expérience m'a montré qu'en réalité, très peu de personnes savent exactement ce qu'elles font, ce qu'elles ont fait, de quoi il en retourne réellement au fond des choses. Cela nous oblige
à un surcroît de pédagogie, de bienveillance et d'exigeante persévérance. Ce n'est ni le lieu ni le moment de vous entretenir de la manière dont nous avons vécu et organisé la vie de notre commune pendant le Covid. Ce fut, en dépit des innombrables drames, une exceptionnelle mobilisation de toute la population sur tous les fronts, et nous avons pu préserver bien des libertés et faire et dire bien des choses. À ce jour, je n'ai qu'un regret, c'est de n'avoir pas davantage gueulé, au sens puissant de Bernanos. Et je le cite, 3 citations qui finiront mon propos. Il n'y a pas de vérité moyenne. Deuxième citation, le scandale n'est pas de dire la vérité, c'est de ne pas la dire tout entière, d'y introduire un mensonge par omission qui la laisse intacte au dehors, mais lui ronge, ainsi qu'un cancer, le cœur et les entrailles. Et dernière citation, qui cherche la vérité de l'homme doit s'emparer de sa douleur. Faire œuvre de vérité, c'est aussi faire œuvre de charité. Je vous souhaite une très féconde journée et des travaux passionnants. Merci de votre engagement. Donc, merci, Monsieur le maire, de nous avoir reçus et de nous avoir permis de nous réunir pour témoigner. Merci également à tous les participants présents. 5 ans après cette crise sanitaire, une synthèse s'imposait sous tous ses aspects. J'ai été suspendue pour avoir refusé d'être vaccinée, ou plutôt de recevoir cette injection génique expérimentale. Le jour où j'ai dû dire au revoir au dernier patient, j'avais promis de faire cette journée. Quel choc de ne plus pouvoir soigner. Je me rappelle les paroles d'une consoeur suspendue. Nous sommes orphelins de nos patients. Dans mon choix, j'ai été guidée par Jean-Marc Sabatier, que je remercie. Il m'a fait comprendre le mécanisme de la spike, virale ou vaccinale, et ses effets. J'ai eu également la chance d'entendre Andrew Hill d'Oxford expliquer les bienfaits et l'innocuité de l'ivermectine. Les incohérences des décisions sur le plan sanitaire et le refus de prise en charge précoce des patients ont renforcé mon choix. L'Agence nationale de sécurité du médicament a arrêté de publier les effets indésirables depuis juillet 2023. Mais le nombre croissant des associations de victimes témoignent de ces effets indésirables liés à cette vaccination contre le Covid. Des victimes ici présentes souhaitaient témoigner. Nous ne les oublions pas, mais il était important de traiter cette crise sous tous ses aspects. Les autres victimes, les lanceurs d'alerte, les scientifiques, ceux qui ont été fidèles à leur serment, médecins, infirmières, tous ceux qui sont restés fidèles à leur éthique. Nous pensons à eux et en particulier Éric Loridan, Louis Fouché, Denis Agret, qui n'ont pas pu être présents, et également Amine Humil. J'ai une pensée particulière pour Christine Coton, qui m'avait promis en novembre 2023 d'être présente à Montfermeil. Malade, nous lui adressons tout notre soutien et nos vœux de prompt rétablissement. Je vous recommande la lecture de son livre « Tous vaccinés, tous protégés ». Restons tous unis, vaccinés et non vaccinés, et que cette journée se passe dans la bienveillance. Bonjour, ce message de la part de notre grand ami, Dr Éric Loridan. Bonjour à tous et merci. Merci d'être là. Présentation. Je suis Éric Loridan, marié depuis 31 ans, père de 6 enfants et grand-père d'un petit-fils, bientôt 2. Accessoirement, je suis chirurgien digestif, ex-empêché d'exercer de par la loi du 5 août 2021 portant obligation d'un schéma vaccinal anti-Covid complet. J'eus préféré être avec vous, mais entre le moment où j'ai dit oui pour ma présence à Montfermeil et aujourd'hui,
J'ai reçu une opportunité professionnelle en intérim pour 10 jours que ma situation personnelle et financière ne me permet pas décemment de refuser. C'est donc sous le soleil corse que je vous salue tous. Salutations. Je salue les organisateurs de cette rencontre, les intervenants, un par un. Monsieur Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, dont j'ai pu apprécier grandement le soutien lors de mes déboires avec le Conseil de l'Ordre des médecins et mon lynchage médiatique, notamment par la Voix du Nord. Mon total soutien à Michel Procureur et Élodie Cazobiel, ici présents, ainsi qu'à Amine Umnil, Denis Agret, Louis Fouché, qui auront eux aussi payé le prix fort de leur engagement. À ma chère docteure Véronique Rogez, qui a tenu bon contre vents et marées. Merci les amis, et pardon à ceux que j'oublie de citer. Mes hommages et ma compassion à toutes les victimes de ces injections Covid et aux familles endeuillées, et leurs combats acharnés pour toutes les victimes isolées. Chapeau bas aux associations de victimes qui font un boulot de dingue. Pensée émue pour Christine Coton, qui souffre terriblement et que rien jusqu'à présent ne parvient à soulager. Un monde de mensonges. Sentez-vous comme les choses s'accélèrent? Les décisions politiques sont de plus en plus folles et déconnectées du réel. Les lois liberticides et de muselage de la liberté d'expression se font sentir. On nomme un comité dit scientifique censé lutter contre la désinformation médicale des gens qui n'ont eu de cesse d'avoir tort sur tout. Monsieur Yannick Neuder, éphémère ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, a confié en août dernier une mission d'expertise indépendante au professeur Mathieu Molimar, à la professeure Dominique Costagliola et au docteur Hervé Maisonneuve. Autant demander aux frères Dalton d'organiser un diplôme de bon citoyen responsable. Les médecins de plateau télé présentent à Monsieur le Président de la République leur allégeance, quémandant, comme Monsieur Marty récemment, une action ferme et féroce, quoi qu'il en coûte, contre ce qu'il appelle encore maintenant des complotistes. Déplorable langage outrancier en 2025 avec tout ce que l'on sait maintenant. À côté de cela, le plan des mondialopathes suit son cours. Quelques écrans de fumée à droite et à gauche. Je cite toujours Eric. Comme par exemple l'entrejambe de Brigitte Macron. Le vol au musée du Louvre. Le dernier missile russe sur une centrale énergétique ukrainienne. Et voici que passe le train du Mercosur qui tue nos paysans. Et partant, nous-mêmes, car ces derniers nous nourrissent. Mais aussi l'identité numérique et la mise sous esclavage algorithmique d'un large pan de l'humanité. Que faire? Point d'interrogation. Cependant, et contrairement aux apparences, je pense que nous n'avons aucune raison d'être défaitistes. Un monde s'écroule devant nous, et à notre petite échelle, il n'y a pas grand-chose à faire, me semble-t-il, pour inverser la tendance. N'essayez pas d'arrêter un tsunami avec vos petites mains. Alors, ok, accompagnons-le, ce tsunami, et faisons émerger mieux. Ça et là, des gens s'éveillent, s'informent, s'organisent. Soyons de cela. Inventons le monde que nous voulons et qui ne pourrait pas devenir si ces cinglés qui nous gouvernent n'avaient pas décidé de détruire l'ancien. Et la meilleure façon de faire, ce sera, petit a, notre union. Deuxièmement, notre détermination. Troisièmement, notre refus de ce qui nous est imposé. Que ce soit non et non négociable. En mode colonel Thomas Sankara, premier président du Burkina Faso, à qui l'on prête la phrase suivante: « Je préfère vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton. » Il a raison. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a qu'une vie, autant qu'elle soit bien remplie. Et je joins le geste à la parole avec ce qui suit. Mon appel au Conseil d'État. En effet, les amis, j'ai quand même de bonnes nouvelles.
Ne pouvant pas les annoncer ici moi-même, je laisse à Marie-Pierre le soin de vous lire ceci. Vous savez sans doute que j'ai été interdit d'exercer pour une durée de 3 mois en appel par le CNOM. Cette sanction doit arriver du 1er janvier au 31 mars 2026. Ne pouvant me résoudre à ce que ma parole publique en tant que médecin et par conséquent celle de tous les médecins soit bafouée par des opportunistes obéissant au système, j'ai décidé, avec mon avocat et un juriste, de porter recours au Conseil d'État en vue d'une cassation. Alors vous me direz, oui, et le Conseil d'État, c'est des macronistes carriéristes, etc. Et vous auriez peut-être, sans doute, raison. Sauf que, si on ne passe pas par cette case-là, tout s'arrête. Et les médecins doivent continuer à obéir aux politiques. Pas d'accord. Il m'a fallu obtenir 6 000 € pour qu'un avocat spécialisé en recours au Conseil d'État intervienne. L'occasion de sonder la capacité de chacun à se mobiliser. J'ai fait passer le message via des associations de victimes pour une cagnotte en ligne. Je peux ici vous dire que la cagnotte a plus qu'atteint son objectif, entre ceux qui ont donné 5 €. Et je sais que pour certains qui peinent dès le 15 du mois, c'est beaucoup. Jusqu'à ceux qui avaient les moyens de donner plus. À un point tel qu'il nous sera possible de soutenir financièrement tous ceux qui auront besoin d'une aide pour leur recours en justice. Soignants suspendus, victimes voulant déposer plainte pour empoisonnement. Pas un centime d'euro de cette cagnotte ne sera perdu. Nous y veillerons. Et si le passage au CE ne suffit pas, la case suivante, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Et j'irai. Je n'irai pas seule, car cette cagnotte m'a démontré à quel point vous vouliez que justice soit rendue pour tous. Nous ne pouvons pas faiblir. Les générations futures nous regardent et nous demanderont des comptes sur nos attitudes en temps de crise. En conclusion, lors d'un déplacement professionnel dans le Grand Est, il y avait un tableau très inspirant au restaurant de l'hôtel où j'étais descendue. C'est celui d'un Dema qui approche des côtes sauvages, alors qu'autour de lui, la mer est déchaînée. Il avance, droit, toute voile sortie, déterminé. Il y a peut-être des marins parmi vous. Ceux-là savent que dans telles conditions, chacun est sur le pont, chacun sait faire et sait ce qu'il a à faire pour ne pas couler ni sombrer. Il n'est pas temps de dormir, il n'est pas temps de baisser les voiles. Nous avons vu et entendu trop de choses pour nous taire et faire comme si de rien n'était. Rappelez-vous toujours ce que disait Charles Péguy. Celui qui ne gueule pas la vérité quand il sait la vérité se fait le complice des faussaires et des menteurs. Je vous aime, Éric. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier donc, le docteur Laurence Meunier, mais aussi Marie, Laurence Marie, et le docteur aussi Marie-Pierre Fusilier, et bien sûr le maire de Montfermeil qui nous permet aujourd'hui de nous réunir, donc monsieur Xavier Lemoine. Et puis je vous remercie d'être là aussi pour cette journée. Je me présente, je suis Jean-Marc Sabatier, donc je suis docteur en biologie cellulaire et en microbiologie, j'ai une HDR en biochimie, et puis je suis directeur de recherche au CNRS, encore en fonction, et je m'exprime ici en mon nom propre. Donc là, la thématique d'aujourd'hui, ça va être les ARN messagers. Donc je vais vous parler donc des ARN messagers donc, en cours, et puis ceux qui sont à venir, voilà, pour les approches vaccinales. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'avant 2019, il y avait des vaccins dits traditionnels ou conventionnels. C'était des vaccins, en fait, basés soit sur des microbes inactivés, par exemple un virus inactivé. Ça peut être des microbes aussi atténués. Donc, en fait, des virus, par exemple, atténués, qui sont des virus, à ce moment-là, qui sont peu virulents et qui permettent donc de stimuler le système immunitaire pour avoir une protection. Il y a également, donc, comme vaccins traditionnels, ceux qui sont basés sur des protéines recombinantes, voire des vaccins synthétiques basés sur des peptides synthétiques qui sont des fragments en fait de protéines antigéniques
Et puis il y a aussi les vaccins à vecteurs viraux, où vous avez par exemple un virus, par exemple un adénovirus, qui va inclure un gène qui va coder pour la protéine antigénique. Et puis bien sûr, depuis 2019, depuis la pandémie de SARS-CoV-2, vous savez tous qu'on a développé donc des vaccins entre guillemets à ARN messager. Alors là, l'approche est totalement différente, c'est-à-dire que la stimulation du système immunitaire se fait par l'injection en fait d'un ARN messager qui va donc être traduit en protéines, en l'occurrence en protéines spike légèrement modifiées par la machinerie cellulaire. Alors, on a utilisé deux types de vaccins ARN messager. Donc, je parlerai de vaccins par commodité, mais vous savez tous ici que ce ne sont pas des vaccins. Donc, je parlerai donc du Comirnaty, qui est l'approche vaccinale ARN messager de Pfizer-BioNTech et du Spikevax de Moderna. Alors, on utilise en fait un ARN messager qui fait à peu près 4300 nucléotides et qui va coder pour une protéine spike légèrement modifiée sur le résidu 986-987. On a introduit des résidus de proline pour maintenir la protéine spike dans une configuration préfusionnelle. Et en fait, ces ARN messagers ne peuvent pas rentrer spontanément dans une cellule pour y être traduits justement en protéine spike, parce qu'un ARN messager, c'est une molécule polyamionique, donc très acide. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un enchaînement là, de 4300 nucléotides. Chaque nucléotide est constitué d'une base, d'une des 4 bases, hein, donc ça va être A, U, G ou C. Ça va être composé d'un sucre, le ribose, et puis d'un phosphate. Le phosphate est chargé négativement. Donc, à chaque nucléotide, vous avez une charge négative. C'est pour ça qu'un ARN est un polyanion, donc une molécule très acide qui ne rentrerait pas spontanément dans la cellule, parce qu'elle doit franchir une barrière cytoplasmique, hein, une membrane plasmique constituée de phospholipides, et il y aurait une répulsion de charge. Et donc, il faut aider l'ARN messager à rentrer dans la cellule. Pour cela, on utilise des nanoparticules lipidiques. Alors, les nanoparticules lipidiques qui ont été utilisées, ça va être du cholestérol, ça va être des phospholipides, des lipides pégylés et des lipides cationiques. Les lipides cationiques, ce sont des lipides qui sont très chargés positivement. Et ces charges positives donc, forment des ponts salins avec les groupements phosphate des nucléotides de l'ARN messager. Ça permet de neutraliser les charges et ça permet d'une part de protéger, disons, l'ARN messager du système immunitaire quelque part, parce que ça va calmer la stimulation de l'immunité innée, et en plus, ça va permettre une vectorisation de l'ARN messager à l'intérieur de la cellule, où il va pouvoir être traduit en protéine spike. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, ces vaccins ARN messagers sont problématiques. Bon, vous le savez tous, notamment parce qu'ils produisent de la protéine spike, et qu'il y a un certain nombre de pathologies qu'on appelle spikeopathies, qui sont des pathologies qui sont associées à la protéine spike. Pourquoi? Parce que cette protéine spike, elle est capable de reconnaître un récepteur cellulaire qui s'appelle ECA2. C'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Et la fonction de ce récepteur membranaire, c'est pas de reconnaître la protéine spike, mais c'est de dégrader une hormone. Et notamment, le récepteur ECA2 est capable de dégrader une hormone qui s'appelle l'angiotensine 2, et elle la dégrade en une autre hormone qui s'appelle l'angiotensine 1,7. Et l'angiotensine 2 fait exactement l'effet inverse de l'angiotensine 1,7. Et cette angiotensine 2 donc, est dégradée en angiotensine 1,7, et l'angiotensine 1,7 a deux autres cibles, un récepteur qui s'appelle AT2R et un récepteur qui s'appelle MASR, et ce sont des récepteurs qui sont bénéfiques, qui permettent de calmer la suractivation d'un système ubiquitaire qui s'appelle le système rénine-angiotensine. Mais vous avez ce récepteur ECA2 qui est également capable de cliver une autre hormone qui s'appelle l'angiotensine 1 et qui clive en angiotensine 1,9 et qui a aussi pour cible un récepteur qui s'appelle AT2R qui est un récepteur bénéfique. Et vous voyez que quand la protéine spike se fixe sur le récepteur ECA2, à ce moment-là, elle va gêner la dégradation de l'angiotensine 2 et cette angiotensine 2 va se retrouver en excès. Et à ce moment-là, elle va suractiver son propre récepteur qui lui devient délétère. C'est un récepteur qui s'appelle AT1R. Donc ce récepteur AT1R est suractivé par l'excès d'angiotensine 2, et il est très délétère parce qu'il provoque une constriction
des vaisseaux sanguins. Donc il a un effet pro-hypertenseur. Mais il a aussi un effet pro-inflammatoire, c'est-à-dire qu'il va stimuler le système immunitaire et il va être responsable du relargage de cytokines pro-inflammatoires, comme l'interleukine 1, l'interleukine 1 bêta, l'interleukine 6, le TNF-alpha, l'interféron gamma. Donc ça va lancer des voies de signalisation cellulaire qui ont été décrites. Donc ça active un tas de voies de signalisation cellulaire. La plus connue, c'est NF-κB, qui est très délétère. Il y a JAK-STAT, il y a P38 maltinase, etc. Donc, il y a un effet pro-hypertenseur, il y a un effet pro-inflammatoire, il y a un effet aussi pro-oxydant, parce que ça active une NADPH oxydase qui s'appelle NOx, qui est à l'origine de la production de particules réactives de l'oxygène, qui sont des précurseurs de radicaux libres ou des radicaux libres. Ça provoque aussi une stimulation de l'angiogénèse, donc ça fait croître les vaisseaux sanguins, ce qui est mauvais justement pour le développement des tumeurs, parce que ça va favoriser le développement des tumeurs. Ça provoque aussi une fibrose d'organes, par exemple le cœur ou les poumons. Ça provoque une hypertrophie des organes, donc les organes ont tendance à grossir, puisque le système rénine-angiotensine va contrôler en fait la différenciation et la multiplication cellulaire. Ça va faire chuter le monoxyde d'azote, qui est une substance qui est très importante pour le fonctionnement du corps humain, parce qu'elle est vasodilatatrice, elle est impliquée dans les phénomènes nésiques, dans les phénomènes cognitifs, dans les phénomènes inflammatoires et également immunitaires. Et puis, également, ce qui se passe, c'est que la suractivation du récepteur AT1R va être prothrombotique, donc il va favoriser les thromboses. Il va favoriser également la désaturation du sang en dioxygène, donc il a un effet pro-hypoxémique. Et comme il a un effet pro-hypoxémique, il va aussi avoir un effet pro-hypoxique, c'est-à-dire il va entraîner une déficience d'alimentation des tissus et des organes en dioxygène. Donc vous voyez que la stimulation du récepteur AT1R est très délétère, justement parce qu'elle peut provoquer tous ces phénomènes. Et en provoquant tous ces phénomènes, elle va être responsable, par exemple, du SAM, du syndrome d'activation macrophagique. Alors le syndrome d'activation macrophagique, ce sont les macrophages qui deviennent hyperréactifs, ils perdent la boule, et ils commencent à s'attaquer aux cellules sanguines, c'est-à-dire ils vont s'attaquer aux hématies, donc aux globules rouges, ils vont s'attaquer aux globules blancs, ils vont s'attaquer aux plaquettes sanguines, et ils vont tuer ces cellules. Et donc ils vont être responsables justement d'une anémie, d'un déficit de globules rouges, ils vont être responsables d'une lymphocytopénie, donc un déficit de globules blancs, et ils vont être également responsables d'une thrombocytopénie, c'est-à-dire un déficit des thrombocytes, c'est-à-dire des plaquettes sanguines. Alors, ce phénomène est connu, il s'appelle l'hémophagocytose. Donc, ça va tuer ce type cellulaire, ça va provoquer une neutrophilie, par contre, une prolifération des granulocytes neutrophiles, et ça va provoquer donc un phénomène d'hémophagocytose qui s'accompagne d'une chute de l'activité des cellules NK, des cellules tueuses, et d'une chute aussi de la production des interférons, notamment des interférons de type 1 et de type 3. Donc, type 1, ça va être alpha et bêta, et pour les types 3, ça va être l'interféron lambda. Donc ça, c'est le syndrome d'activation macrophagique. Mais le dérèglement du système rénine-angiotensine va également provoquer un SAMA, un syndrome d'activation donc mastocytaire, qui sont en fait des mastocytes, qui sont des cellules de nucléotides qui sont responsables des phénomènes allergiques, qui vont être aussi un peu dérégulés et qui vont se mettre à sécréter le contenu de granules. Et ils vont pouvoir sécréter tout un tas de substances. On connaît plus de 200 substances qui peuvent être potentiellement dégranulées par les mastocytes. Le plus connu, ça va être l'histamine, mais ça peut être des tryptases, ça peut être des prostaglandines, ça peut être de la dopamine, de la sérotonine, même le récepteur ECA, enfin une multitude de molécules qui ont un effet donc délétère sur l'organisme. Après, un troisième phénomène avec le dérèglement du SRA possible, ça va être par exemple un SIBO, une population des bactéries du côlon dans l'intestin grêle. Donc ça va affecter, évidemment, ça va provoquer des troubles gastro-intestinaux, ça va affecter des bactéries gram-négatives anaérobies qui se retrouvent dans le côlon, qui vont remonter la valve iléocolique, qui vont se retrouver dans l'intestin grêle. Et dans l'intestin grêle, ces bactéries vont se mettre à proliférer et vont gêner des bactéries commensales qui sont généralement gram-positives aérobies et qui sont très importantes pour nous produire en fait des vitamines, notamment les vitamines de
type B, notamment la B1, la thiamine, la B2, la riboflavine, la B6, la pyridoxine, la B8, la biotine, et puis la B12, la cobalamine. Et également la B9, l'acide folique. Ça va perturber aussi la production des acides gras chaîne courte, qui sont très importants, justement pour le fonctionnement du corps humain, et ça va perturber aussi l'homéostasie au magnésium et au calcium, parce que ces molécules sont très importantes, justement, pour que ça fonctionne. Alors, parallèlement au SIBO, qui est lui-même justement très délétère, parce qu'il s'accompagne d'une inhibition de la contraction des muscles lisses, qui font avancer les aliments dans le tube digestif, et ça s'accompagne d'une inhibition des transporteurs d'acides aminés. Et c'est très grave, parce que ça nous met en carence de neuromédiateurs et d'hormones. Pourquoi? Parce que, par exemple, ça va inhiber le transporteur du tryptophane. Le tryptophane, c'est le précurseur de la mélatonine, de la sérotonine et du NAD, aussi un nicotinamide d'adénine, du nucléotide, qui est très important pour les transferts électroniques, notamment au niveau des mitochondries. Ça nous inhibe les transporteurs aussi de la tyrosine et du tryptophane, qui sont deux autres acides aminés aromatiques, qui eux sont les précurseurs de la dopamine, de l'adrénaline, la noradrénaline. C'est également la tyrosine qui est le précurseur des hormones thyroïdiennes, la triiodothyronine, la diiodothyronine et la thyroxine, la T4. Donc vous voyez le bazar que ça peut mettre dans l'organisme. Et parallèlement, ça inhibe aussi le transport des acides aminés basiques, la lysine et l'arginine, et également des analogues comme l'ornithine, justement, et la citrulline. L'ornithine, c'est un analogue raccourci de la lysine, et la citrulline, c'est un analogue non chargé de l'arginine. Et ben, ces transporteurs sont très importants parce que ce sont justement ces acides aminés, ces 4 acides aminés, donc protéinogènes et non protéinogènes, sont responsables justement de la production de monoxyde d'azote, qui est donc une substance très importante. Donc vous voyez le bazar que ça peut mettre. Parallèlement au SIBO, ça peut introduire un SIFO, donc une pullulation en fait fongique dans l'intestin grêle. Ça peut provoquer aussi un LIBO, c'est une pullulation en fait des bactéries dans le gros intestin. Et puis ça peut provoquer aussi un LIMO, c'est-à-dire en fait une pullulation des archets justement dans le côlon, les archets métalogènes qui sont responsables par exemple du côlon irritable. Donc vous voyez un peu le bazar que ça peut mettre. Parallèlement, l'activation de la TRR peut provoquer un hypokaliémie, c'est-à-dire un déficit de potassium sanguin, qui s'accompagne de tas de troubles, dont l'encéphalomyalgie, donc le syndrome de fatigue chronique, et également de paralysie. Donc vous voyez un petit peu le problème de ces vaccins. Alors là, si vous voulez, pour les vaccins ARN messager anti-Covid, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire là, à cause de la présence de cette protéine de spike. Mais tous les ARN messagers vaccinaux vont être problématiques. Que ce soit des ARN dits conventionnels, puisqu'en fait ils sont expérimentaux, que ce soit des ARN auto-amplifiants, transamplifiants ou à point quantique de graphène, ils vont tous poser un problème. Pourquoi? Parce que ces ARN messagers stimulent des récepteurs qu'on appelle PRR, qui sont des récepteurs de défense de l'organisme. Et on sait que tous les ARN messagers exogènes, donc les ARN messagers vaccinaux, qui vont être introduits dans notre corps, ils vont perturber des récepteurs impliqués dans la défense de l'organisme. Et il y en a un, par exemple, qui s'appelle TLR3, donc ça va être les récepteurs Toll-like de l'immunité innée. Donc l'immunité innée, c'est la première barrière de défense de notre organisme. Hein. Ça repose sur des monocytes, sur des macrophages, sur des cellules dendritiques, tous les granulocytes, les eosinophiles, basophiles, neutrophiles, les cellules, les mastocytes, les cellules natural killers. Puis après, vous avez 4 jours après, l'immunité adaptative ou acquise qui est développée, qui est basée sur les lymphocytes T, donc c'est des cytotoxiques, c'est des gaz auxiliaires, et puis les lymphocytes B qui vont produire les anticorps. Voilà. Et donc l'immunité innée est complètement pilotée par le système rénine-angiotensine. Ce système rénine-angiotensine, il va piloter en fait le fonctionnement de tous nos organes. C'est vraiment le chef d'orchestre de nos organes. Jusque-là, il était connu pour être responsable des fonctions automatiques, c'est-à-dire autonome, rénale, pulmonaire, cardiovasculaire. On disait qu'il était responsable de l'immunité innée de tous les microbiotes, donc microbiote intestinal, qui est le deuxième cerveau, microbiote vaginal, cutané, buccal, pulmonaire, nasopharyngé. En fait, il pilote tout. Il pilote tout, et c'est un système qui est ubiquitaire. Donc, on retrouve sur tous les types cellulaires, sur toutes les cellules nerveuses.
neurones au niveau d'androcytes, astrocytes, cellules microgliales, on les retrouve sur toutes les cellules du système immunitaire, on les retrouve sur toutes les cellules épithéliales, endothéliales, sur les cellules de coups de fer, on les retrouve sur des histiocytes, hein, qui sont des macrophages en fait, qui migrent dans les muqueuses. Cellules de coups de fer, c'est au niveau des sinusoïdes hépatiques, en fait, ce sont des macrophages au niveau des cellules justement sinusoïdes hépatiques. Donc vous voyez que ce système rénine-angiotensine est vraiment extrêmement important parce qu'on le retrouve partout. Il a une activité donc autocrine, il est capable d'agir sur lui-même, c'est-à-dire qu'une cellule peut produire une hormone qui va agir sur elle-même. Il peut agir à distance via la circulation sanguine, donc avoir une activité endocrine. Et il a une activité paracrine parce qu'il est capable d'agir sur les cellules à côté. Et il a une activité donc autocrine parce qu'il est capable d'agir à l'intérieur, intracrine, à l'intérieur en fait de la cellule, et il est présent au niveau de toutes les membranes. Donc membrane plasmique, donc la membrane externe de la cellule, mais il est également présent sur les membranes nucléaires, donc qui protègent l'information génétique. Il est présent sur la membrane des mitochondries, membrane interne et externe, là où se produit l'énergie chimique de la cellule. Il est présent au niveau des endosomes, des exosomes, des lysosomes, des phagosomes, il est présent partout. Et il est présent partout parce qu'il contrôle tout. Il ne contrôle donc pas uniquement la respiration, la tension artérielle, l'équilibre hydrosodé, mais il contrôle tout. Et ce système rénine-angiotensine est dérégulé par la protéine spike parce qu'elle suractive ce récepteur AT1R, parce que la protéine spike en fait interfère avec ce système physiologique qui contrôle le fonctionnement du corps humain. Et donc c'est pour ça qu'on comprend que la protéine spike des vaccins est capable de déréguler ce système parce que la protéine spike vaccinale est capable de reconnaître le récepteur ECA2 alors qu'elle ne devrait pas le faire. Et en reconnaissant le récepteur ECA2, elle se fixe sur le récepteur ECA2 et elle fait la même chose que le virus, c'est-à-dire qu'elle dérégule le système rénine-angiotensine. Elle conduit à un excès d'angiotensine 2 puisque l'angiotensine 2 n'est pas dégradée correctement par le récepteur ECA2 et donc elle va suractiver son récepteur et elle va être responsable de différentes pathologies, donc neurodégénératives, cardiovasculaires, gastro-intestinales, également de l'auto-immunité et puis des cancers, dont les turbocancers. Donc vous voyez un peu les problèmes de ces vaccins. Alors pourquoi les vaccins ARN messagers anti-Covid sont problématiques? D'une part, parce qu'on ne contrôle pas la production de l'antigène. Quand on injecte une même quantité de vaccins, enfin d'ARN messager à une personne, par exemple 30 microgrammes, comme c'est le cas du vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech, et ben, deux personnes qui reçoivent la même quantité d'ARN messager peuvent produire des quantités différentes de protéines spike. Donc il y a un problème justement dans la production hein, qui est inégale. Après, il y a un autre problème, c'est qu'on ne connaît pas la dégradation justement des ARN messagers et également de la protéine antigénique produite. Là, ça va être la protéine spike vaccinale. Actuellement, on sait par exemple que l'ARN messager vaccinal peut se retrouver 2 mois après l'injection vaccinale. Et aujourd'hui, il a été publié que la protéine spike vaccinale pouvait être retrouvée jusqu'à 3 ans après l'injection. Jusqu'à présent, on était à 709 jours. Maintenant, ils ont décrit 3 années. 3 années ce matin, en fait. Donc, on ne contrôle pas le catabolisme, c'est-à-dire la dégradation à la fois d'ARN messager et puis du produit de la traduction de l'ARN messager, donc la protéine spike légèrement modifiée. On ne contrôle pas non plus la biodistribution, c'est-à-dire qu'évidemment, ça ne reste pas dans le muscle deltoïde, ça circule partout et ça peut être virtuellement capté par n'importe quel organe. Il y a aussi un effet délétère des nanoparticules lipidiques qui servent à protéger les ARN messagers contre l'immunité innée et également pour vectoriser donc, ces ARN messagers dans les cellules. On sait par exemple que les nanoparticules lipidiques sont délétères, ça a été décrit même avant 2019. C'est capté par exemple par la rate, par les organes reproducteurs, donc c'est très délétère. Après, on ne connaît pas également quelles sont les protéines antigéniques qui vont être produites à partir des ARN messagers. Alors pourquoi? C'est que ces ARN messagers sont modifiés. Ils ont été modifiés pour être très stables. Et notamment, ils ont modifié une des 4 bases. Les bases, c'est AUGC, hein, les ARN, et ATGC, donc pour de l'ADN. Et ils ont substitué le U, qui est en fait l'uracile. Quand on considère le nucléoside, c'est-à-dire l'uracile nucléoribose, c'est l'uridine.
Donc, ils ont substitué l'uridine par la méthyl-1-pseudo-uridine, et c'est très problématique, justement. Il y a énormément de méthyl-1-pseudo-uridine dans un ARN messager vaccinal anti-Covid. Pourquoi? Parce que cet ARN messager, comme je vous l'ai dit, fait à peu près 4300 nucléotides, enfin un petit peu moins. Il y a une petite différence entre le Spikevax et le Comirnaty, de quelques dizaines de nucléotides. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même plus d'1 millier de méthylène-pseudo-uridine, et on sait qu'à chaque fois que le ribosome, qui est la machinerie cellulaire de traduction des ARN messagers, voit une méthylène-pseudo-uridine, et ben, une fois sur 10, en fait, dans 10% des cas, il se trompe. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas bien la méthylène-pseudo-uridine, il saute le cadre de lecture. Et quand il saute le cadre de lecture, il va lire un triplet qui n'a plus rien à voir avec le triplet qu'il aurait dû lire. Et ça conduit à l'incorporation d'un acide aminé qui n'a strictement rien à voir avec l'acide aminé qui normalement aurait dû être incorporé dans la protéine spike. Donc il introduit un acide aminé qui est irrelevant, et tous les acides aminés qui vont être incorporés vont être décalés, et à chaque fois, c'est un acide aminé qui n'a rien à voir avec un acide aminé de la protéine spike qui va être introduit. C'est-à-dire que quand ce ribosome voit méthylène-pseudo-uridine, il saute dans 10% des cas, donc le cadre de lecture, et tous les acides aminés qui vont être en aval ne vont rien avoir à voir avec la protéine spike, et quand il ne se trompe pas et ne saute pas le cadre de lecture, ben, il se trompe quand même, c'est-à-dire qu'il ne va pas incorporer le bon acide aminé, il va incorporer un des 19 autres acides aminés, et c'est pour ça qu'il y a une multitude de protéines qui n'ont strictement rien à voir avec la protéine spike, qui vont être produites à partir de ces ARN messagers vaccinaux. Et c'est très problématique parce que ça veut dire que ces protéines aberrantes, qu'on appelle protéines hors cible, protéines fantômes, sont des protéines inconnues. Elles vont également stimuler le système immunitaire. Et en cas d'immunoréactivité croisée, et ben, par exemple, un anticorps anti-protéine inconnue qui va être capable de reconnaître une autre molécule dans l'organisme, et ben, ça va conduire en fait à des troubles métaboliques qui peuvent être responsables de cancers, de cancers, de maladies auto-immunes. En tout cas, ça va être très délétère. Donc, vous voyez, avec le nombre de méthylène-pseudo-uridine, le problème qu'il peut y avoir justement avec une production d'une multitude de molécules inconnues. Et ça a été démontré formellement le 6 décembre 2023 dans un article de Nature qui aurait dû tout arrêter. Normalement, ça n'aurait jamais dû commencer d'ailleurs, mais bon, là, ça aurait dû tout arrêter. Et on continue de plus belle, c'est-à-dire qu'on utilise encore le dérivé méthylène-pseudo-uridine, et la vaccination ARN messager est poussée. Là, c'est carrément de la folie. Donc, vous voyez qu'il y a ce problème de production de protéines qui n'ont rien à voir avec la protéine spike. Après, il y a un autre problème qui est majeur, c'est que, justement, il existe un problème de rétrotranscription de l'ARN messager en ADN et d'intégration de l'ADN bicaténaire, en fait, dans le génome humain. Donc, ça a été démontré in vitro, ça a été même démontré in vivo sur le chromosome 19, justement, et là, c'est très problématique. C'est-à-dire, on a un système endogène qui s'appelle LAN1, qui est capable de copier l'ARN messager vaccinal il est capable de le copier en ADN, et ce brin d'ADN est dupliqué pour faire un ADN bicaténaire qui s'intègre dans le génome humain. Et là, c'est très problématique, parce que potentiellement, ça se transmet donc aux générations futures. Alors, ce qu'on n'a pas pu démontrer à l'heure actuelle, c'est la présence de la totalité de l'information génétique de la protéine spike dans le génome humain. Mais par contre, ça a été démontré sur des dizaines de lignées cellulaires humaines qui avaient bien une rétrotranscription et une intégration d'un fragment de la protéine spike, en fait, dans le génome humain. Donc, vous voyez, c'est les problèmes qui sont posés par ces ARN messagers. Alors, comme je vous le disais précédemment, tous les ARN messagers sont capables de stimuler des récepteurs. Je vous ai parlé du récepteur TLR3, Toll-like récepteur 3, mais il stimule également un autre récepteur qui s'appelle le TLR7 et également le TLR8. Donc TLR3, TLR7, TLR8, ce sont des récepteurs qu'on retrouve sur des cellules de l'immunité innée, mais pas que, on peut les retrouver sur des cellules épithéliales aussi, des cellules endothéliales, principalement sur des cellules système immunitaire. Ce sont des récepteurs qu'on retrouve au niveau des endosomes. Les endosomes, ce sont des structures qu'on retrouve à l'intérieur
du cytoplasme cellulaire. Le virus peut rentrer par deux voies. En fait, le virus SARS-CoV-2 peut rentrer par deux voies. Il peut rentrer par une voie endosomale, une voie non endosomale. Donc, dans la voie non endosomale, en fait, il y a la protéine spike qui reconnaît le récepteur ECA2. Et après, pour qu'il puisse rentrer dans la cellule, il faut couper la protéine spike. C'est un phénomène qui s'appelle le priming. Et à ce moment-là, une fois que le virus s'est fixé en fait sur le récepteur ECA2, il y a une autre enzyme qui est une sérine protéase, qui s'appelle PRSS2, qui vient couper la protéine spike, ce qui permet l'internalisation justement de l'information génétique du virus dans la cellule. Ça, c'est une voie de fusion directe. Et puis, il y a une deuxième voie qui est une voie donc, endosomale. Et là, la protéine spike du virus reconnaît aussi le récepteur ECA2, mais là, c'est pas la protéine TFRSS2 qui va couper la protéine spike pour faire le priming, ça va être soit la furine, soit la catepsine. Donc, quand c'est la furine, c'est une voie d'internalisation rapide, quand c'est la catepsine, c'est une voie d'internalisation plus lente. Et donc là, le virus va rentrer dans un endosome, et cet endosome doit être acidifié, justement, pour qu'il y ait un relargage des particules virales dans le cytoplasme. Alors, c'est là qu'agit, par exemple, l'hydroxychloroquine ou la chloroquine. C'est une substance basique qui diffuse, en fait, dans les organismes intracellulaires et qui vont, justement, empêcher l'acidification de l'endosome et donc le relargage du virus dans le cytoplasme, là où il pourra se répliquer. Voilà. Alors, parallèlement à ces récepteurs, on sait que tous les ARN messagers sont capables également d'activer des récepteurs qui sont cytoplasmiques, qu'on retrouve dans toutes les cellules nucléées, hein. Ce ne sera pas que les cellules système immunitaire, mais dans toutes les cellules nucléées. Il y a un récepteur qui s'appelle RIG1, qui reconnaît en fait l'ARN monobrin, et puis un autre qui s'appelle MDA1 aussi, qui reconnaît des récepteurs, cette fois-ci double brin. Donc vous avez donc les récepteurs TLR3, TLR7, TLR8 qui vont être activés. C'est des récepteurs qu'on retrouve au niveau des endosomes, avec le TLR3 qui reconnaît les ARN double brin, et puis le TLR7, le TLR8, les récepteurs des ARN monobrins, et puis le RIG1 qui reconnaît le monobrin, et le MDA1 qui reconnaît les double brins. Donc rien que ça, ça montre qu'on ne pourrait pas utiliser d'ARN messager dans des approches vaccinales. Alors après, pour arriver vraiment dans le vif du sujet, je vais vous parler des nouveaux vaccins qui sont en développement, qui existent déjà, malheureusement, pour pas mal d'entre eux. Alors, il y a 3 types de vaccins ARN messagers qui développent. Alors, c'est très grave parce qu'on sait qu'à l'horizon 2030, ils veulent changer les 500 vaccins de médecine humaine et de médecine vétérinaire par des vaccins ARN messagers. Et là, ils privilégient les ARN messagers auto-amplifiants. Donc, vous avez l'ARN messager auto-amplifiant, vous avez l'ARN messager transamplifiant, et vous avez les ARN messagers à point quantique de graphène. Alors, ce qu'ils ont fait pour les ARN messagers auto-amplifiants, c'est qu'ils ont inséré dans l'ARN messager une information génétique qui va coder justement pour un complexe réplicase. Alors, pour que vous sachiez à quoi ça correspond, il faut déjà que je vous décrive comment est conçu un ARN messager. Un ARN messager, c'est pas une molécule simple, c'est vraiment une usine à gaz, hein, c'est-à-dire que c'est une molécule extrêmement complexe. Vous avez une extrémité 5', une extrémité 3'. À l'extrémité 5', vous avez une coiffe. Cette coiffe, elle est très importante parce qu'elle va déterminer la production de l'antigène. C'est-à-dire que sa structure va être très importante parce qu'elle va d'une part déterminer la sensibilité de l'ARN messager par rapport à l'immunité innée, et puis c'est une région qui peut contenir plein d'informations, et ça inclut des régions qui vont être reconnues par des protéines régulatrices. Donc cette coiffe est indispensable. S'il n'y a pas de coiffe, il n'y a pas de traduction possible de l'ARN messager en protéines antigéniques. Vous avez également, après donc, cette coiffe, vous avez une région qui s'appelle 5' nucléaire. C'est une région aussi très importante qui contient plein de domaines de régulation, et notamment ce sont des régions qui sont fixées par des protéines régulatrices, et ça va déterminer l'efficacité traductionnelle et l'efficacité translationnelle des ARN messagers. Donc quelque part, ça va être responsable en fait de la quantité aussi de protéines antigéniques produites. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ARN messager peut être utilisé plusieurs fois, c'est-à-dire avant d'être détruit, il peut faire des tas de cycles de traduction et donc produire des tas de protéines spike. Généralement, il peut faire entre 10
et 1000 cycles de traduction avant d'être dégradé. Ça va dépendre en fait de l'importance de l'ARN messager. Mais il fait plusieurs cycles de traduction, donc il produit plusieurs protéines antigéniques donc avant d'être dégradé. Et ce qui se passe aussi, c'est que donc il fait plusieurs cycles, mais quand il a une méthyle 1 pseudouridine qui est introduite dans l'ARN messager, à ce moment-là, il est fortement stabilisé et il va produire, sa demi-vie va être très augmentée, et à ce moment-là, il peut produire 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus, justement, de protéines spike. Et un même ARN messager peut recevoir plusieurs ribosomes. Et quand il reçoit plusieurs ribosomes, il fait une traduction en permanence de plusieurs protéines spike. C'est-à-dire que lors d'un cycle de traduction d'un ARN messager, vous pouvez avoir des dizaines de protéines spike qui vont être produites. Et là, justement, cette facilité de produire des protéines spike va aussi dépendre de la nature de la région 5' nucléaire. Donc, après cette région 5' nucléaire, vous avez une région qui s'appelle ORF. C'est un cadre de lecture ouvert qui va coder pour la protéine spike ou tout autre antigène microbien, par exemple. Après cette région, justement, ORF, vous avez une autre région qui s'appelle 3' nucléaire. Alors, c'est une région très importante. Elle peut être toute petite comme elle peut être très grande. Généralement, elle fait entre 800 et 1000 nucléotides. Les plus petites font 50 nucléotides, mais elles peuvent monter à 5000 nucléotides. Et elles reconnaissent aussi plein de protéines régulatrices. Les régions 5' et 3' nucléaires sont plus ou moins longues et peuvent être reconnues par plein de molécules qui régulent en fait justement l'ARN messager. Et notamment, il y a une toute petite région de cette portion 3' nucléaire qui est reconnue par des ARN interférents. Alors, les ARN interférents, ce sont des tout petits ARN qui font entre 19 et 25 nucléotides. Et en fait, il y a deux familles d'ARN interférents. Il y a les miARN, qui sont les micro-ARN, il y a les siARN, qui sont les petits ARN interférents. Donc, les micro-ARN font en moyenne 22 nucléotides, et puis les siARN font 21 nucléotides en moyenne. Alors, la différence entre les deux, c'est que les micro-ARN sont codés par des gènes qu'on retrouve dans notre génome. On a identifié plus de 2000 gènes qui codent pour des micro-ARN. Ces gènes codent spécifiquement pour des micro-ARN. Le génome humain, c'est 2500 gènes, et là, on a identifié plus de 2000 gènes qui codent pour des micro-ARN. Les siARN, c'est différent. Ils proviennent soit de fragments de gènes, généralement, ce sont des fragments d'exons, et puis ils peuvent provenir justement d'ARN microbiens. D'ARN viraux, par exemple. Donc, eux ne sont pas codés par des gènes. Alors, les micro-ARN ont été primés cette année. Il y a eu le prix Nobel qui a été donné pour la découverte des micro-ARN. Il a été donné à Ambros et Ruth Kuhn, qui ont décrit pour la première fois les micro-ARN. Alors que l'année d'avant, c'est Catalina Carico et puis Drew Westman qui l'avaient eu pour la mise au point, justement, des dérivés méthylène pseudoglysine, enfin des dérivés de nucléotides qui sont utilisés dans les vaccins, qui sont en fait des vraies cochonneries, puisqu'ils s'aboutissent justement à la production de protéines inconnues, de protéines hors cible. Oui. Ah oui, je vais accélérer un petit peu. Oui. Donc je ne vais pas parler des ARN interférents. Oui, ils sont assez synthétiques. Oui. Alors, après, il y a une queue à l'extrémité 3', il y a une queue de polyadénylation qui va être très importante parce qu'elle va déterminer en fait la durée de vie de l'ARN messager, parce que les ARN messagers sont dégradés à partir de l'extrémité 3' généralement. Donc là, vous avez la structure d'un ARN messager classique comme le polymernatin ou le Spikevax. Voilà, de Pfizer-BioNTech et Moderna. Alors, ils ont rajouté dans les ARN messagers autoamplifiants donc un complexe réplicase. Le complexe réplicase, c'est un domaine qu'ils insèrent entre les régions 5' nucléaires et la région ORF, qui code pour la protéine antigénique. Et c'est une information génétique qui va coder pour un ensemble de protéines non structurales qui proviennent d'un virus. Alors, c'est soit un flavivirus, soit un alphavirus. Actuellement, on n'utilise que des alphavirus. Et il y a 3 types d'alphavirus qui sont utilisés. Il y en a un, c'est le virus de la forêt de Serengeti, l'autre, c'est le virus Simbis, et l'autre, c'est le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Actuellement, tous les vaccins qui sont développés, soit en médecine animale, soit en médecine humaine, sont basés sur le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne.
il y a 4 protéines qui sont produites, qui sont des protéines non structurales, qui s'appellent NSP1 jusqu'à NSP4, et elles fonctionnent de concert, et c'est un complexe enzymatique qui a une activité ARN polymérase et ARN dépendante. C'est-à-dire qu'à partir d'un ARN messager, ces 4 protéines sont capables de produire le brin complémentaire de l'ARN messager, qui va être de polarité négative, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas être traduit en ARN, en protéines antigéniques, mais il va servir d'amorce pour que le complexe réplicase puisse fabriquer le brin complémentaire de ce brin néoformé, et ce brin complémentaire correspond à l'ARN messager auto-amplifiant. Alors, il est légèrement différent. Pourquoi? Parce que l'ARN messager auto-amplifiant qu'ils utilisent a le dérivé méthylamine-pseudo-uridine, alors que ceux qui vont être produits en fait dans l'organisme ne vont pas avoir de méthylamine-pseudo-uridine forcément, parce que la méthylamine-pseudo-uridine ne se retrouve pas dans l'organisme. Elle est uniquement produite pour les ARN messagers synthétiques. Donc, en gros, un ARN messager auto-amplifiant, c'est un ARN qu'on va vous injecter, qui va être traduit en protéines antigéniques et en complexe réplicase, et ce complexe réplicase va être capable de faire des copies de l'ARN messager auto-amplifiant. Donc, vous voyez le problème, c'est qu'on ne va pas du tout maîtriser la quantité d'ARN messager produit. Donc, danger extrême, ça sera forcément très délétère. Alors, le deuxième type d'ARN qui sont en train de développer, c'est l'ARN messager transamplifiant. Alors, le principe est le même, hein. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir un seul gros ARN messager auto-amplifiant, qui est très difficile à fabriquer parce qu'il est très complexe, hein, un ARN messager auto-amplifiant, ça fait 3 à 5 fois la taille d'un ARN messager normal. Donc, on produit des transamplifiants, c'est-à-dire qu'on coupe la poire en deux, on fabrique 2 ARN messagers, un qui va coder pour le complexe réplicase et l'autre qui va coder justement pour la protéine antigénique. Ah oui. Donc l'avantage, c'est qu'ils vont utiliser un seul ARN messager, le même pour tous les vaccins, celui qui code pour le complexe réplicase, et puis après, juste un autre ARN messager qui va coder pour la protéine antigénique. Et puis il y a un troisième ARN qui développe, enfin vaccin ARN messager, donc à point quantique de graphène. Donc on part de l'acide citrique, dessus on fait une pyrolyse, on obtient un espèce de dérivé avec des charges positives, des charges négatives, on fait une carbonisation dessus, on obtient du graphène, qui est en fait de la mine de crayon, on fonctionnalise ce graphène avec différents réactifs, généralement on utilise le polyéthylénine, qui apporte plein de charges positives sur le graphène, et tous les ARN messagers qui sont des polyanions viennent se fixer sur les charges positives du graphène qui a été fonctionnalisé. Et le danger en fait de cette approche, c'est déjà que le graphène n'est pas biocompatible, même l'oxyde de graphène n'est pas biocompatible. Et puis surtout, le problème, c'est que ce sont des approches dangereuses dans la mesure où elles peuvent être activées par de l'énergie photonique, donc par de la lumière, mais également par des ondes électromagnétiques et par des ultrasons. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir actuellement, en France, il y a 3 vaccins ARN messagers qui ont été acceptés. Il y en a un qui a été développé par Moderna contre le virus respiratoire syncytial, la bronchiolite, chez les personnes qui ont plus de 65 ans. Donc celui-là a été accepté récemment. Il y a un autre vaccin ARN messager auto-amplifiant qui s'appelle le Kostev, qui est un vaccin qui a été adopté déjà au Japon en 2023. Donc c'est un vaccin ARN messager auto-amplifiant anti-Covid. Et puis il y a le Seva, donc c'est le vaccin Seva Response AI H5, parce qu'il est dirigé contre l'hémagglutine H5. C'est pour lutter contre la grippe aviaire, notamment de canard. C'est le H5N8. Donc ceux-là sont déjà acceptés. Hein. Ils sont acceptés, ils sont sur le marché. L'ATU a été reconduite pour le vaccin Seva jusqu'en 2027 pour le canard. Et ça a même été étendu aux volailles. Donc maintenant, les poulets peuvent être aussi injectés au vaccin ARN messager auto-amplifiant. Alors là, dans ce vaccin-là, ils n'utilisent pas de nanoparticules lipidiques, hein. Ils utilisent des nanoparticules d'oxyde de fer
donc d'oxyde ferrique, Fe2O3 ou Fe3O4. Ils utilisent du squalène dedans et puis aussi des lipides cationiques. Et donc, c'est également très problématique parce que cette bande qui protège l'ARN messager auto-amplifiant le protège déjà potentiellement de la dégradation thermique à 65 degrés et le protège potentiellement aussi de la dégradation par acidolyse dans l'estomac. Quand on va manger, par exemple, du canard, magret de canard ou du foie gras, mais surtout du magret de canard qui est un peu rosé, qui n'a pas chauffé, potentiellement, on a de l'ARN messager auto-amplifiant fonctionnel qui peut passer dans la circulation sanguine parce qu'il va être au contact des muqueuses buccales et puis de la muqueuse de l'œsophage. Donc, c'est une approche très dangereuse et on voit déjà qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il faut tout faire pour arrêter. Il faut tout faire pour arrêter ce type de vaccin. De toute façon, tous les vaccins messagers, il faut les arrêter urgemment parce qu'il y a vraiment une grande contamination. Alors, Je pense qu'effectivement, avec tout ce que tu nous as dit, il faut tout faire pour arrêter ces ARN messagers. Il faut vous méfier parce que il y a une autre plateforme qui s'appelle Security, qui est développée par Merck Animal Health contre normalement c'est pas contre, c'est censé protéger, mais pour les animaux domestiques aussi, pour les chats et pour les chiens. Et ils développent aussi cette plateforme Security, qui sont en fait des ARN messagers auto-amplifiants, aussi pour vacciner les porcs, les volailles, les ovins et les bovins. Alors, c'est pas encore accepté en Europe, mais par contre, ça existe déjà en Amérique, notamment aux États-Unis et au Canada. Ces vaccins sont déjà là, ils existent. Et ils existent également pour les animaux domestiques. Il y en a un contre la rage, un contre la leucosphénine. C'est un vaccin qui s'appelle Novivac. Et puis il y en a un autre aussi contre la grippe canine, H3N2. Voilà, qui existent, et ceux-là, ils sont évidemment très dangereux parce que ce sont des auto-amplifiants. Alors, l'approche en 2 mots est complètement différente. Pour les fabriquer, ils partent de plasmides d'ADN, soit 2, soit 3 plasmides. Un plasmide d'ADN qui contient l'information génétique du complexe réplicase plus de l'antigène, un autre ADN qui va coder pour la capside du virus de l'encéphalite vénézuélienne. C'est un souche atténuée qui a été sélectionnée qui s'appelle TC83. Et puis il y a un 3e ADN qui lui va coder pour les glycoprotéines d'enveloppe, justement, des glycoprotéines d'enveloppe du virus de l'encéphalite vénézuélienne, E1, E2, E3 et 6 KDA. Ils font une transfection de cellules véro. Ce sont des cellules de singes verts qui sont problématiques aussi, et qui sont utilisées déjà dans des vaccins qui sont problématiques. Ils les utilisent parce qu'elles sont facilement infectables, parce qu'elles ne sont pas de système interféron. Et à partir de là, ils vont purifier en fait les particules à réplicons d'ARN qui vont inclure en fait que l'information génétique qui va coder pour le complexe réplicase et l'antigène. Donc avant la phase ADN, production d'ADN, ils font agir une restrictase pour ouvrir l'ADN, ils font agir après la polymérase T7, justement pour produire l'ARN messager, et c'est cet ARN messager qui est transfecté dans les cellules véro, et ils purifient après ces cellules véro, et ça c'est un gros problème, parce qu'ils estiment qu'au-delà de 95% c'est bon, mais ça veut dire qu'il y a potentiellement plusieurs pourcents en fait de contamination, et c'est dangereux parce que la contamination, ça veut dire que ça va être une contamination en fait par le 2e ou le 3e justement ARN messager, et ça veut dire que potentiellement on a un virus de l'encéphalite vénézuélienne, le TC83 qui est fonctionnel, et vous savez que l'homme peut, ce virus peut provoquer chez l'homme des encéphalites, donc des inflammations de l'encéphale chez l'homme. Donc, vous voyez le danger. Donc, pour conclure, excusez-moi d'avoir été trop long, bon, c'était un peu technique, mais disons que je pense que vous avez pu vous rendre compte des dangers qui sont liés donc, à cette approche vaccinale, qui n'en est pas une, qui ne devrait vraiment pas être utilisée. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Bon, je vous présente Aline et son parcours.
femme très courageuse et que je connais depuis peu et que j'apprécie beaucoup. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Aline, j'ai 37 ans et je suis maman de 3 enfants. Owen qui a 10 ans, Marvin 5 ans et demi et Serena, ma petite dernière, née le 12 janvier 2022. Je suis là parce que ma vie, celle de ma famille et surtout celle de Serena ont été profondément bouleversées et que je ne veux plus garder tout ça en moi. Je suis tombée enceinte de Serena en mai 2021. La grossesse se passait très bien. En juillet 2021, alors que j'étais enceinte de 3 mois, je reçois une première injection de Pfizer. À ce moment-là, je fais ce qu'on me dit de faire. Je veux protéger mon bébé, je veux faire ce qu'il faut. 1 mois après, je recevrai une deuxième dose. Après cette première injection, on remarque que Serena est très en bas de la courbe de croissance. On me propose une surveillance rapprochée toutes les semaines. Je commence à m'inquiéter, mais je fais confiance. Enceinte de 7 mois, je tombe malade. Je tousse énormément, j'ai de la fièvre. Je vais aux urgences, on voit que Serena fait de la tachycardie, mais on me dit que ce n'est pas inquiétant. Personne ne sait vraiment ce que j'ai. Finalement, c'est cette toux qui déclenche l'accouchement. J'accouche à 38 semaines. Heureusement, ce n'est pas considéré comme prématuré. Serena arrive avec un poids convenable. Je souffle un peu. Je me dis, ça y est, le plus dur est derrière nous. Quelques jours après l'accouchement, je tousse toujours. Un médecin finit par dire, ça ressemble à une coqueluche. On fait les examens et en effet, j'ai la coqueluche. Très vite, je remarque que Serena ne prend pas de poids. On enchaîne les rendez-vous chez le pédiatre. On finit par l'hospitaliser pour faire un bilan. C'était en avril 2022. Elle avait à peu près 4 mois. Le diagnostic tombe, un trouble de l'oralité. On nous propose d'opérer le frein de langue et de lèvres de Serena, on le fait. On commence les séances avec une orthophoniste. Mais malgré tout ça, Serena pleure énormément. Je vois qu'elle a mal, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en même temps, je me sens très seule face à la médecine. On me regarde un peu comme une maman inquiète de trop. Pourtant, au fond de moi, je sais qu'il y a un problème. En juin 2022, on attrape tous la Covid, mon mari, les 3 enfants et moi. Je suis très malade. Serena est positive, mais sans symptômes. Les garçons aussi vont plutôt bien. Le 12 juillet 2022, en changeant Serena, je découvre du sang dans sa couche. Je panique, j'appelle mon médecin qui me dit de foncer aux urgences. Serena est gardée uniquement par moi, elle n'est pas confiée à d'autres. Alors dans ma tête, ça tourne très vite. Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Aux urgences, Serena est prise en charge tout de suite. Je sens des jugements, des sous-entendus. Et puis, très vite, ils me font une échographie. On me fait entrer dans une pièce et on m'annonce qu'il y a une masse sur l'ovaire de Serena et qu'on doit être transféré dans un hôpital à Paris. Je crois que je suis dans un déni à ce moment-là. Je me dis, bon, on va l'opérer, on enlève l'ovaire, la trompe s'il faut, et puis ce sera fini. Le lendemain, à Paris, on refait une échographie, puis une IRM. Le diagnostic tombe. Tumeur de la granulosa juvénile. On me demande si je comprends ce qui se passe. Je crois que non, je ne réalise pas. Serena est opérée le 29 juillet 2022. Elle a 6 mois et demi. On me donne rendez-vous chez un cancérologue le 12 août 2022. Je me dis pourquoi un cancérologue? J'avais pas compris, j'étais toujours dans le déni. Et là, cette phrase qui résonne encore. Madame, nous avons les résultats de l'anapathe. Serena avait bien un cancer de stade 1, une tumeur de la granulosa juvénile, rare pour son âge. À ce moment-là, tout se mélange, la peur, l'incompréhension, le déni. Je suis là, mais j'ai l'impression de regarder la scène de l'extérieur. Après l'opération, Serena est suivie de très près. Prise de sang, échographie, d'abord tous les mois, puis tous les 3 mois. En 2023, on a une année un peu plus calme. On commence à respirer un peu. De mon côté, je tombe souvent malade. Infection ORL, infection pulmonaire, pneumonie, grippe, otite, sinusite.
On doit même poser des aérateurs au niveau des oreilles en avril 2023. J'ai 35 ans. Je n'avais jamais eu de problème au niveau des poumons. Début 2024, alors que je sors d'une pneumonie et d'une grippe, on emmène Serena pour un contrôle. On découvre une nouvelle masse sur l'ovaire qui lui reste. C'est de nouveau la panique, ça y est, c'est revenu. On attend plusieurs mois pour une IRM qui confirme un kyste. Les médecins pensent que ce n'est pas cancéreux. On décide quand même d'opérer Serena en retirant uniquement la tumeur. Elle a été opérée le 1er août 2024. On décide la NAPAD confirme, ce n'est pas cancéreux. On se dit ouf. Mais au fond, une question reste. Pourquoi? En 2025, en avril, lors d'un contrôle, on nous annonce encore un kyste sur le même ovaire. C'est la 3e fois. Et là, vraiment, le monde s'écroule à nouveau. On recommence, IRM, anesthésie générale, passage du dossier en commission. Et il décide d'opérer une 3e fois. Le kyste revient négatif sur les marqueurs de cancer comme en 2024, mais à ce jour, personne ne sait pourquoi Serena fait ces kystes à répétition. Elle a aujourd'hui 3 ans et demi. Pendant tout ce temps-là, mon corps à moi aussi souffre. Je fais des bronchites à répétition, des otites, des sinusites. Une grosse hospitalisation en octobre 2025, grâce à l'aide du docteur Laurence, que je remercie profondément. J'ai été diagnostiquée avec une adénomyose. J'ai reçu des injections pour provoquer une ménopause artificielle, afin de ne plus souffrir pendant mes menstruations. Aujourd'hui, je suis soignée sur le papier, mais je vis avec. Un brouillard cérébral permanent, des douleurs diffuses, une fatigue profonde. J'avais déjà des problèmes de dos ainsi que des problèmes aux règles dans mon jeune âge, donc on me dit que c'est compliqué de faire des liens. J'ai monté un dossier auprès de la pharmacovigilance. La réponse est revenue. Pas de lien avec les vaccins reçus pendant ma grossesse. Au contraire, on me répète que ces vaccins protègent, que c'est important de continuer à vacciner les femmes enceintes. Je n'ai aucune preuve et tous les médecins me disent qu'il n'y a pas de lien. Je l'entends. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable. Je m'en veux terriblement d'avoir accepté ces injections enceintes. Je m'en veux de m'être laissée convaincre. Mais en même temps, je sais que les regrets ne soigneront ni Serena ni moi. Alors j'essaye d'avancer. Si je témoigne aujourd'hui, ce n'est pas pour donner des leçons médicales. Je ne suis pas médecin. Je témoigne pour dire qu'on a longtemps répété qu'une femme enceinte, on ne lui donnait rien. Et qu'aujourd'hui, on lui propose plusieurs vaccins, parfois avec beaucoup d'insistance. Je ne dis pas aux femmes enceintes ce qu'elles doivent faire, mais je leur dis, informez-vous, posez des questions, ne signez pas les yeux fermés. Écoutez votre intuition. Demandez qu'on vous explique vraiment. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être l'une des seules à témoigner en France en disant « j'étais enceinte, j'ai été vaccinée, voilà ce que j'ai vécu ». Je porte cette parole depuis un peu plus d'1 an. Et si d'autres vivent des choses similaires, je veux leur dire « vous n'êtes pas seuls, n'hésitez pas à parler, à témoigner, à rejoindre les associations ». Je veux remercier toutes les associations qui œuvrent pour les personnes avec des effets indésirables ou avec un Covid long. À Victimes, Viac 19, Vérité France, On a une dose ou Émancipe, et toutes les associations que je n'ai pas mentionnées. Merci pour votre travail, votre soutien, votre écoute, vos combats. Vous mettez des mots, des chiffres et des visages sur ce que beaucoup vivent dans le silence. Pour terminer, je voudrais simplement dire ceci, je ne cherche pas à faire peur. Je cherche à ce qu'on nous écoute. Derrière les chiffres, il y a des histoires. Derrière les protocoles, il y a des familles, des bébés, des mamans comme moi qui essayent juste de faire de leur mieux. Aujourd'hui, je choisis de transformer ma peur et mes regrets en paroles pour Serena, pour mes garçons, pour toutes les autres familles qui se reconnaîtront, peut-être dans ce que je raconte. Merci de m'avoir écouté. Alors, je vous remercie, docteur Marie, Laurence Marie et Marie-Pierre Fusilier, de m'avoir invitée, de m'avoir donné
la parole, vous savez, sur un sujet qui est toujours controversé, qui est la présence du graphène non homologué et non déclaré dans les diluants, et qui provoque la nétose des neutrophiles. Donc, et vous le savez, c'est un sujet d'autant plus, controversé qu'à l'heure actuelle, on assiste dans le cadre du portefeuille d'identité numérique, qui est d'ailleurs déroulé, vous le savez, en Angleterre, en Australie et au Canada, et même depuis 2024 au Luxembourg. Donc, on assiste à la mise en place du CBDC, c'est-à-dire de l'euro numérique, dans le cadre du portefeuille d'identité numérique. Et il y a tout à fait une corrélation entre la présence du graphène, qui permet également le contrôle bancaire. Donc voilà, il ne faut pas regarder juste l'aspect médical, il faut prendre un peu plus de recul et regarder pourquoi ceci se passe. Donc là, c'était une présentation brève de qui je suis. Donc, je suis docteur en chimie organique avec une expertise en chimie des protéines et en protéomique. Voilà. Je vais rentrer dans le sujet. Donc, vous savez que la base de données publique des médicaments, notamment, donne le résumé des caractéristiques du produit. Et vous pouvez aller cliquer sur le site internet, là, je vous montre. Et donc, on arrive sur ce document-là que je vous ai zoomé. Et on regarde la composition des ingrédients du vaccin, et notamment la liste des excipients, sans tenir compte de l'ARN messager, du principe actif. Donc on se concentre uniquement sur les excipients et éventuellement la présence potentielle de graphène qui n'est pas listée, mais qui est un potentiel adjuvant, c'est-à-dire qui est capable de stimuler la réponse immunitaire innée, donc la production spécifique, humorale plutôt, et la production des anticorps par les lymphocytes B. Donc vous voyez au niveau de la liste des excipients, on a de l'ALC 315, de l'ALC 159, ensuite du DSPC, du cholestérol, du chlorure de potassium, du phosphate monopotassique, du chlorure de sodium, du phosphate disodique, du saccharose et de l'eau. Voilà. Et donc, l'ALC 315 et l'ALC 159, voilà, ce sont des phospholipides qui miment la membrane plasmique, mais qui sont potentiellement toxiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des protocoles qui montrent qu'ils peuvent être couplés avec de l'oxyde de graphène et même de l'oxyde de fer, des protocoles. Et donc, ça pose un problème au niveau, on va le voir, du système immunitaire inné. Notamment, ça va détruire le système immunitaire inné, et notamment une classe de globules blancs qu'on appelle les neutrophiles. C'est problématique. Pourquoi? Parce que ça va provoquer des maladies auto-immunes, en plus de la coagulation et d'un état de l'hyperinflammation. Donc, vous voyez, je vous parle de ça parce que je suis quand même la première scientifique, avec Jeanne Bauer, à avoir au monde mis en évidence la présence de graphène dans les diluants. Il n'y a aucun scientifique qui l'a fait. Donc moi je l'ai fait. Et étrangement, c'est complètement passé sous silence, et surtout au moment où on déroule le portefeuille d'identité numérique, avec l'euro numérique et le contrôle par la BCE du système bancaire. Donc voilà, ça, je vous mets le protocole de dilution qui a été mis au point par Pfizer. Et vous voyez que les flacons, en fait, peuvent être dilués. Il y avait 5 à 6 doses par flacon. Vous voyez, ça, c'était des notices qui ont été fournies aux pharmaciens, notamment dans la région du Grand Est, et en fonction des catégories d'âge, 12 à 17 ans, 18 à 29 ans, 30, etc., 60 à 79 ans, 80 ans et plus, on peut faire des dilutions. Et donc, vous vous souvenez, il y avait des flacons qui peuvent être dilués ou utilisés tels quels, en fonction de la couleur violette ou grise ou orange. Alors, on pouvait tirer 5 à 6 doses. Alors, pourquoi c'est important?
parce que le graphène a été introduit dans les diluants. Vous voyez? Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'oxyde de graphène serait-il un ingrédient qui serait couvert par à la fois le secret de fabrication, le secret des affaires et le secret défense? Donc vous voyez que ici, il y avait Dr Couvreur, j'ai écrit un article à ce sujet que vous pouvez retrouver sur Profession Gendarme, qui a été repris d'ailleurs par Christine Couton, que je salue, à qui je dis un coucou. J'espère qu'elle va se remettre. Oui, elle est malade, vous le savez, gravement, parce qu'elle a porté plainte contre l'ANSM et ils ont lâché des nanotechnologies par hélicoptère sur sa propriété qui ont crevé ses plantes et ses animaux et elle n'est pas bien. Alors, elle a repris cet article-là dans son livre traduit en anglais. Donc, l'article que j'ai écrit pour Profession Gendarme. Donc, alors, Dr Couvreur avait écrit à l'époque, vous voyez, c'est une lettre adressée à Scientiano. Scientiano, c'est l'équivalent en Belgique de l'ANSM, c'est-à-dire l'organisme au niveau national qui donne l'autorisation de mise sur le marché des médicaments. Donc, vous voyez en date du 11 avril 2021, ça date, donc ils étaient au courant, ils savaient. Ils savaient, Dr Couvreur demande, est-ce que avant d'injecter, le médecin peut savoir la composition exacte et précise des vaccins? Et le directeur, le professeur Christian Léonard, directeur général de Scientiano, lui répond non, cher docteur, ces données sont confidentielles, elles sont protégées par un double secret, un secret de fabrication, un secret industriel, et qui est protégé donc par le secret des brevets et par un secret défense. Donc ça veut dire que entre 70 ans à 100 ans, ça dépend aux États-Unis, c'est reconductible, on n'aura pas les données. On n'aura pas droit à avoir les données. C'est quand même problématique, parce qu'ils ont quand même injecté des milliards de personnes, et ensuite, sans savoir exactement la composition précise et exacte. Donc, je reprends en encadré ce qui a marqué. En ce qui concerne la composition précise de ces vaccins, je ne vois pas en quoi cette information très technique et pour partie secrète pourrait favoriser l'éclairage du consentement du patient. Il me semble que vous êtes en première ligne pour promouvoir la littératie en santé du patient et donner forme et contenu à son consentement éclairé. Le renvoyer vers un site scientifique ne me semblerait pas correspondre avec la déontologie médicale. Donc, en clair, il lui répond, eh bien, vous n'avez pas à savoir ce qu'il y a dans le vaccin que vous injectez. C'est quand même problématique. Pourquoi? Parce que ça visse le consentement. Le consentement doit être loyal, éclairé, mais à partir du moment où on ne connaît pas la composition du vaccin, ben le consentement est vicié et nul. Et d'ailleurs, il y a un maître Bessic, je crois, elle a gagné un cas comme ça, où elle a invoqué cet argument en disant, eh bien, le consentement est vicié, et donc il est nul. Donc, vous savez que un patient a le droit de choisir son traitement, donner son consentement et même à tout moment le retirer. Donc, vous voyez que le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. C'est l'article L-1110, enfin 1110-10 du Code de la santé publique. Pourquoi on en parle? Parce qu'il y a eu en février 2025 une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne où, à partir du moment où le consentement n'a pas été signé par le patient, il y a ce qu'on appelle un retournement de la chaîne des responsabilités, et donc le médecin injecteur est de facto responsable civil et au pénal pour les blessures infligées, les blessures ou les homicides involontaires qui ont été infligés lors des effets indésirables, graves ou des décès. Donc, pourquoi? Parce que le médecin aurait dû, 1, faire signer le consentement éclairé, ce qui n'a pas eu lieu, et 2,
il aurait dû informer le patient, ça n'a pas eu lieu. Et 3, il aurait même dû faire une ordonnance. Et ça n'a pas été fait. Et l'ordonnance, et donc la Cour de justice de l'Union européenne a condamné pour ça. Donc il y a une jurisprudence que vous pouvez invoquer lorsque vous attaquez ou décidez d'attaquer les médecins injecteurs, comme Luce Herbier l'a fait en Belgique. Donc, vous voyez que, voilà, ça c'est pour la partie juridique. Maintenant, on va rentrer dans la partie scientifique. Et vous savez que le 11 février 2024, je suis partie en Suisse chez mon ami Jacques Bauer, qui a un microscope qui permet un grossissement fois 25 000 fois. Donc un grossissement optique normal, c'est fois 1000. Et donc j'ai regardé le contenu des diluants. Et nous avons vu, il y avait Myriam, la compagne de Jacques, moi-même, et on a vu des structures de nanotubes de graphène qui s'auto-assemblaient et qui émettaient une lumière bleue sous microscope par stimulation de la LED. Alors, je vous dis ça parce qu'il y a aussi cette histoire de bleu de méthylène qui intervient. Et d'ailleurs, à ce propos-là, je voudrais dire que le bleu de méthylène, contrairement, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Dr Schwartz, quand il dit que le bleu de méthylène, ça empêche les métastases du cancer, c'est pas vrai. Au contraire, ça inhibe l'action du glutathion, donc ça favorise les métastases du cancer. Hein. Et là, il y a Dr Sabine Hazan qui montre que tous les patients qu'elle suit, qui prennent du bleu de méthylène, ont des bifidus qui sont détruits. Donc les bifidus, c'est les bonnes bactéries du microbiote qui participent à votre digestion, qui sont détruites. Donc, et il y a des articles récents qui montrent que le bleu de méthylène, non seulement ça colore le cerveau, ça colore le cœur, mais c'est capable de fixer des métaux lourds, comme du nickel, et que ça permet d'activer les points quantiques de graphène. Donc, et de réduire le graphène. Ce n'est pas innocent, ce n'est pas anodin. Ça stimule et ça active les points quantiques de graphène. En plus de métastase. Donc moi je suis pas d'accord de dire que le bleu de méthylène ça enlève les métastases, c'est pas vrai. Voilà. Nanomédecine. De toute façon maintenant, je pense que Jean-Marc l'a évoqué, il y a des vaccins à ARN messager et à point quantique de graphène, et le graphène c'est reconnu comme étant un adjuvant qui est capable de stimuler la réponse immunitaire. Donc, il y a des travaux qui sont notamment financés par la Commission européenne, et notamment sous l'égide du graphène flagship, qui permettent en utilisant des techniques de protéomique, génomique et de transcriptomique, de regarder quelle est l'action de l'oxyde de graphène sur le système immunitaire. Et en réalité, il y a une action. Donc, vous voyez, là, je vous ai mis un récapitulatif qui permet de voir quelles sont les différentes applications en médecine sur l'oxyde de graphène. Donc, le graphène, ça a une activité bactéricide, ça tue les bactéries, régénératrice. C'est utilisé en thérapie du cancer, avec des applications thermiques, en drug delivery. C'est IOBNT, là. Internet et des nanotechnologies. Mais là, vous voyez, il y a marqué vaccin adjuvant. Donc, c'est vraiment, le graphène est capable de stimuler la réponse immunitaire, et notamment la différenciation des cellules myéloïdes et la présentation des antigènes sur les cellules dendritiques pour stimuler la polarisation des lymphocytes T et donc la stimulation la prolifération des lymphocytes B et donc la synthèse des anticorps. D'accord? Donc, vous voyez, il y a un article très important. Je pense qu'il aurait mérité d'avoir plus de publicité, en tout cas que les gens s'intéressent, qui s'appelle Graphene Oxide as Novel Vaccine Adjuvant. Parce qu'il y a eu en 2021 un article qui a été écrit par Réinfo Covid et une
docteur qui avait prétendu que parce que la réglementation n'autoriserait pas l'oxyde de graphène en tant qu'adjuvant, il n'y en aurait pas dans les vaccins. Ce n'est pas un argument qui tient. Elle avait dit, oui, l'oxyde de graphène est utilisé à usage, pas à usage humain, mais seulement à des fins expérimentales. Et il y avait qu'un brevet chinois qui était en phase B1, c'est-à-dire qui n'était pas encore délivré, et qui faisait état de cette utilisation de l'oxyde de graphène en tant que dans le vaccin anti-cancer. Mais vous voyez que l'oxyde de graphène est une réalité. C'est une réalité. D'accord? Même la réglementation l'interdisait, mais maintenant ne l'interdit plus. Donc, l'oxyde de graphène, qu'est-ce que c'est? C'est un composé qui est essentiellement composé de carbone, hybridé sp2, et qui se met en maille comme ça, comme un nid d'abeille, et qui a été un nouveau matériau qui remplace le silicium, parce qu'il a des propriétés supraconductrices, comme le cuivre, 100 fois plus, résistant 200 fois plus que l'acier, transparent, et qui permet d'être fonctionnalisé, donc qui peut être transformé en transistor, miniaturisé, et qui peut être fonctionnalisé avec des molécules d'ADN, de polymères, et vous voyez, et on peut, vous voyez cette structure, donc il y a eu un prix Nobel de ça, c'était des Russes qui ont eu le prix Nobel pour avoir pris une mine de crayon, donc du graphite, et qui est plusieurs couches, et qui, en prenant un scotch, avait réussi à obtenir une monocouche. Et ils se sont dit, tiens, mais c'est intéressant, on a une monocouche de graphène, et on peut l'oxyder, la fonctionnaliser et la réduire. Voilà, oxyde de graphène, GO, RGO, oxyde de graphène réduit. Et le bleu de méthylène permet la réduction de l'oxyde de graphène. Alors, Jean-Marc l'a évoqué tout à l'heure, là je vous rappelle les lignées hématopoïétiques, c'est-à-dire que la moelle osseuse est capable de produire deux lignées, la lignée myéloïde et lymphoïde. Donc à gauche vous avez le système immunitaire inné, et puis ensuite à droite le système immunitaire humoral adaptatif. Dans la lignée myéloïde, vous avez les granulocytes, les eosinophiles, basophiles et érythrocytes, et ensuite les cellules dendritiques, les neutrophiles et les macrophages. Et ensuite, dans la cellule des lymphoïdes, vous avez des lymphocytes B qui produisent justement, qui se différencient en plasmocytes et qui produisent des anticorps. Nous, on va s'intéresser à la lignée des neutrophiles, parce que l'oxyde de graphène influe sur la nétose des neutrophiles. Alors, qu'est-ce que c'est la nétose des neutrophiles? Je vais l'aborder, je vais vous l'expliquer. Mais là, vous voyez sur cette slide-là, on voit que l'oxyde de graphène peut être fonctionnalisé avec des anticorps, des peptides, des médicaments, de l'ADN et de l'ARN messager, et donc déclencher la réponse humorale, hein. Donc la synthèse d'anticorps. Alors, la nétose, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène très récent d'une dizaine d'années qui n'a pas été enseigné en fac, hein, même sur les chercheurs, oui, et qui montre que en fait les neutrophiles, c'est une classe de globules blancs qui intervient dans les systèmes immunitaires innés et qui permet de lutter contre les bactéries et les champignons, etc. Et on s'aperçoit que chez les vaccinés, il y a un phénomène qu'on appelle la nétose des neutrophiles, c'est-à-dire qu'on a un recrutement, notamment chez les gens qui ont des formes graves de Covid. On a un rapport leucocyte, on a un rapport neutrophile et lymphocyte qui est supérieur à 3,68, d'accord, qui est très élevé et qui est très spécifique des formes graves de Covid. Et cette nétose des neutrophiles, c'est quoi? C'est que il y a une prolifération des neutrophiles qui sont recrutés sur le site de l'inflammation, qui rentrent ensuite dans un mode suicide en relarguant les histones, en relarguant l'ADN, en relarguant les enzymes, notamment l'élastase et la myeloperoxydase.
Et on s'aperçoit que ça correspond chez les malades à une superposition avec les fibres d'amyloïde. Donc, on s'aperçoit que ces mitoses-là, cette mitose provoque la formation des fibres d'amyloïde et qui sont responsables des maladies auto-immunes. Donc, je vais vous montrer ça très rapidement. Ça, c'était le programme GIX dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on s'aperçoit aussi que la myéloperoxydase est capable de dégrader le graphène pour donner des molécules flavonoïdes qui sont éliminées. C'est très important de tenir compte de la présence du graphène parce que sinon, vous prenez des compléments alimentaires, vous allez mieux et quand il y a une stimulation par 5G, paf, il y a un crash. Et beaucoup de victimes disent « Ah oui, je me sens bien, je prends mes compléments alimentaires et tout à coup, paf, je retombe en crash et les analyses sanguines le montrent. » Là, c'était la publication que j'avais faite avec Jean-Marc Sabatier et les Next Dose, qui avait d'ailleurs été acceptée et, dans le journal Infectious Disease. Et bizarrement, c'est ce journal-là dont Jean-Marc a été démis de ses fonctions. Sur dénonciation du CNRS. Donc, c'est une volonté claire d'empêcher ces résultats-là de sortir et de faire partie de l'état de la science, donc d'être pris en compte par un juge lors d'un procès. Écoutez ce que je vous dis et défendez-nous, parce que, voilà, donc on s'aperçoit que chez les vaccinés, il y a un recrutement des neutrophiles qui fusionnent en donnant des cellules géantes qu'on appelle des syncytia, qui explosent en relarguant leurs histones et leurs enzymes, et qui provoquent des fibres d'amyloïdes qui sont capables de provoquer, déclencher des maladies immunes et un état hyper-inflammatoire et une hypercoagulation par déclenchement, activation du facteur d'équilibrante et notamment du facteur 10. Alors ça, c'est très important. Je le dis. Donc là, c'est la publication qui montre qu'il y a une superposition entre les fibres de myéloïde et la protéine spike qui est clivée en présence de l'élastase, d'accord? Et ensuite, vous voyez, là, c'est des images que nous avons obtenues, que j'ai obtenues. C'est une première mondiale. Hein. Personne n'a ces images-là. Même Dr Anna Michael, elle n'a pas ces images-là. Je les ai. Donc, quand le professeur Perron dit non, il n'y a pas de graphène, il n'y a pas d'auto-assemblage, c'est faux. Et il y a des travaux à l'heure actuelle sur le fait, en optogénétique, de stimulation et d'activation des points quantiques de graphène par des fréquences et par la lumière bleue. Donc, attention à l'utilisation du bleu de méthylène. Je vous le redis, ce n'est pas vrai que ça enlève les métastases. Hein. Donc, voilà ce que nous avons trouvé. Ce sont des images qui sont réelles. Et donc, il faudra que le gouvernement réponde à ça, parce que personne n'a donné son consentement à ça. Et surtout ceux qui sont malades, et surtout vous, là. Donc, je pense que c'est très grave ce qui se passe, et que pendant, effectivement, comme dit Éric Loredan, quand nous parle de l'affaire Brigitte ou je ne sais quoi encore, eh bien, il se met insidieusement en place le portefeuille d'identité numérique avec cette activation des points quantiques de graphène introduits à travers la vaccination. Demandez-vous pourquoi. Demandez-vous pourquoi. Donc ça, c'est les images que vous avez vues dans les livres des Next Dose, qui montrent la présence donc des syncytia et de la nétose. Donc je remercie évidemment toutes les personnes avec qui j'ai collaboré, notamment Jean-Marc Sabatier, mais également Jacques Bauer et aussi Patrick Jouan. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Mathieu Dubois, le président de l'association à victimes, qui est donc basée dans l'Allier. Aujourd'hui, à victimes, c'est quasiment 1000 adhérents sur toute la France et les DOM-TOM. Dont malheureusement 42 maladies de Charcot. Alors Alain est avec moi aujourd'hui, il parlera de sa fille Mélanie, la vice-présidente, qui est atteinte de la maladie de Charcot suite à 2 injections Pfizer. Alors moi, je suis une victime également, avant d'être un président d'association. On a créé l'association avec Alain et Mélanie, il y a ça maintenant 3 ans bientôt, déjà. Et le but est de la reconnaissance, c'est l'aide médicale pour les victimes. Je remercie bien sûr évidemment Dr Laurence pour son invitation et cette organisation qui demande beaucoup de travail. Toutes les associations et collectifs qui œuvrent comme nous à pouvoir faire sortir la vérité, aider les victimes.
les soignants suspendus, les soignants, je vois Elodie et Michel qui ont fait au nom de l'humain, ont risqué leur carrière et leur vie, même on peut dire. Donc, moi je dis bravo à toutes ces personnes-là. Merci à la ville de Montfermeil également et à son maire. Voilà, moi j'ai 40 ans, j'étais quelqu'un voilà, une vraie vie normale, une femme, un enfant. D'ailleurs, je remercie ma femme et mon fils Gabriel, qui porte bien son nom, c'est un ange, et qui m'a beaucoup aidé à surmonter tout ça. Alors moi, j'ai mes premiers symptômes de la vaccination dès le lendemain. J'ai une seule dose Moderna, et donc j'ai des douleurs dans les jambes qui arrivent très vite, une grosse fatigue, et à ce moment-là, je me suis dit, il se passe quelque chose, et une semaine après, je marche quasiment plus. Alors aujourd'hui, je souffre d'une neuropathie des petites fibres et d'une encéphalomyélite myalgique. Alors c'est des noms qui peuvent paraître très scientifiques, et c'est des noms même qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques temps. Je vois les filles qui sont avec moi, qui sont toutes atteintes malheureusement de cette pathologie-là. C'est le cerveau qui est entre autres touché, tout le système nerveux. Et le but, encore une fois, quand on voit tout ça, c'est que on voit bien qu'il se passe quelque chose. Un victime est là pour remettre de l'humain dans ce monde, parce qu'on le voit trop, il y a parfois trop de choses qui se passent, et c'est pour ça que l'unité, vraiment, l'unité est importante, qu'on soit tous ensemble dans ce combat. On le voit aussi. Alors cette année, on a pu être reçu par monsieur Yannick Noder, le ministre éphémère, qui voilà, n'a pas resté longtemps, et on a pu voir ses conseillers. Alors oralement, ils nous certifient qu'il y a des effets indésirables. Ils nous le disent, hein. Il y a des effets indésirables du vaccin et des Covid longs. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors là, c'était la grande question. Alain peut témoigner. Évidemment qu'ils ont parlé d'argent. Ils parlent toujours d'argent, ces gens-là, de statistiques et d'argent, en disant, mais vous vous rendez compte, si on annonce ça maintenant, ça va coûter extrêmement cher. Mais j'ai dit là, on parle d'humain. Enfin, moi, la rigueur que ça va coûter de l'argent, c'est pas notre problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sont fait vacciner, enfin injectés, pardon, parce que ce ne sont pas des vaccins, et qui souffrent au quotidien. J'ai eu plus de 800 victimes au téléphone, et dont Aline, pour notre petite Serena, qui a une force incroyable. La victime la plus jeune, c'est Serena, qui a 3 ans, et la plus âgée a 94 ans. La moyenne d'âge dans l'association, on va dire, de pathologies souvent très graves, malheureusement, c'est entre 30 ans et 55 ans. On a des troubles visuels, des troubles auditifs, des troubles cardiovasculaires, des troubles gynécologiques, des troubles cérébraux. Toutes les saloperies qu'il y a sur cette terre, on les a, malheureusement. Et avec humblement, je dis bien humblement, on essaye de faire bouger les choses à notre manière, en manifestant également sur le terrain. Et je peux vous dire une chose qui est quand même positive. Il y a quand même du positif dans tout ça, c'est qu'on rencontre des gens magnifiques dans ce combat-là. Je vois beaucoup de gens qui sont présents. Je vois Jean-Marie, par exemple, qui est toujours présent et qui soutient quoi qu'il arrive. En fait, il faut s'unir, comme l'a très bien dit Laurence, il faut s'unir, vacciné ou non vacciné, c'est pas grave. Aujourd'hui, ils ont voulu nous diviser, il faut qu'on se rassemble. C'est ce qui va les emmerder. Et on le voit maintenant, on le voit ce qui se passe. D'ailleurs, un des conseillers du ministre, quand on leur dit, mais vous savez, on n'est pas là pour foutre le bordel, on est juste là pour au nom de l'humain et pour dire qu'il se passe quelque chose pour nous, mais il faut penser pour le futur. Et c'est vrai qu'il était un petit peu désarmé parce qu'il ne pensait pas qu'on avait aussi bien préparé notre rendez-vous. Humblement, vous savez, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas avocat, je ne suis pas scientifique. D'ailleurs, je remercie également les scientifiques, Jean-Marc, Anne-Marie, qui sont passés avant nous, et tous ceux qui vont passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit, voilà, cette cohésion qu'il y a, cette humanité avec un grand H. Et c'est ce qui va les faire tomber. Moi, je vous le dis, on le sait. En ce moment, avec la victime, on a 28 plaintes qui sont parties auprès du procureur de la République de Paris. Alors, on va se dire les choses. Il y en a déjà 18 qui sont revenus sans suite, en très peu de temps. On le savait. Mais on ne va pas lâcher. La semaine prochaine, notre Assemblée Générale, le maître Sonnet sera présent. Et le but, c'est d'aller auprès d'un juge d'instruction, directement. Et ça va coûter de l'argent. Et en fait, on va sûrement faire un appel aux dons pour que les victimes, pour nous, ce soit la victime qui paye tous les frais, je dis bien tous les frais des victimes. Depuis le départ, c'est ça. Alors quand j'ai écouté des gens dire ah oui, la victime, on ne sait pas. Non, la victime, on est clair et net, on est droit dans nos bottes. La victime, tout est clarifié, on a des factures, on a des avocats, tout est contrôlé. Il n'y a aucun problème. Si quelqu'un le demande, on le fournira, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, l'argent ira strictement aux victimes, à personne d'autre.
c'est pas pour aller se promener à droite à gauche, c'est pas du tout ça. Alors oui, il y a des frais évidemment de fonctionnement, mais je peux vous dire que Dominique qui est là, qui peut confirmer, c'est des milliers d'heures au téléphone avec les victimes. Et humblement, avec Dominique, on le fait, et Alain, qui le fait très bien avec les victimes, et surtout pour les charcots, eh ben, on ne peut pas laisser tomber. On ne peut pas laisser tomber. Il y a trop de souffrance. Quand je vois cette salle où on voit des victimes, mais des victimes directes et indirectes, parce qu'il y a les proches aussi qui sont concernés, il y a les familles, il y a les amis, des suspendus, évidemment. Moi, malheureusement, je connais des suspendus qui sont suicidés. C'est intolérable, intolérable. On a aussi une pensée pour Sandra, qui nous a quittés il y a 1 an, à 45 ans. Elle souffrait beaucoup trop. Elle laisse 2 filles derrière elle, 18 ans et 16 ans. Et elle supportait plus cette souffrance-là. Elle a préféré se suicider. Vous vous rendez compte? C'est impensable, en fait. Et puis, bien sûr, je pense à toutes les personnes qui sont disparues. Évidemment, alors je peux pas tous les citer, mais j'ai une pensée particulière à Sylvie Pochet, qui a fait un geste magnifique quand elle est partie, et ça, on n'était même pas au courant. C'est que, au lieu de demander des fleurs ou une stèle pour elle, elle a dit faites un don à la victime pour aider les autres. Voilà, c'est ça exactement les choses. Et le plus important, pour une fois, c'est cette cohésion et cette humanité et cette solidarité. Cette solidarité qui est importante. Pour moi, 2026, ça va être on avance, solidarité, humanité. Ça va être les mots clés de la victime. Tous ceux qui on ne plaît pas, faites votre route. On s'en fout. On s'en fout parce qu'on sait où on va, clairement. Et avec Alain, avec Dominique, avec Julia, avec Tiffany, avec qui vous voulez, nous, tout ce qu'on fait, c'est avec le cœur qu'on le fait, et pour l'humain, au nom de l'humain. On n'a aucun autre intérêt à faire ça. Voilà, je voulais vraiment le préciser, mais je sais que je félicite vraiment tous les collectifs et associations, n'importe laquelle, œuvrent chacun à sa manière, et c'est très important de le redire, et de dire que vraiment, on est tous ensemble. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc, je remercie encore du fond du cœur. Non, c'est moi qui voudrais vous applaudir ici. J'ai une pensée très émue pour notre Mélanie, notre vice-présidente, Alain va en parler, qui malheureusement est atteinte de la maladie Charcot, qui est encore là aujourd'hui. Ça fait 4 ans et demi qu'elle souffre. Elle a une force incroyable, et comme toutes les victimes, mais en particulier elle, qui, moi j'adore son sourire. Elle a un sourire magnifique, et je sais que c'est quelqu'un que j'aime si profondément. Et voilà, je vais laisser parler Alain, et elle sait que on l'embrasse fort et qu'on l'aime très très fort. Donc voilà, donc je suis Alain Bompal, le papa de Mélanie. Donc elle a eu les premiers symptômes suite à la 2e injection en 2021. Et donc là, la galère a commencé. On a fait beaucoup de rendez-vous avec des médecins. Jusqu'au jour que c'est grâce à mon ostéopathe qui l'a consulté, et qui, au bout de 18 mois, on a attendu, parce qu'il lui disait tout ce que c'était dans sa tête, qu'il fallait qu'elle arrête de regarder la télé, parce que ça mettait du stress. Et là, le diagnostic, au bout de 18 mois, est tombé, donc maladie de Charcot. Donc elle avait été, je vais simplifier un peu, je vais raccourcir un petit peu. Elle était hospitalisée, donc voilà, donc le diagnostic est tombé, et là, la galère a commencé, donc entre des médecins qui touchent de l'argent de laboratoire, enfin, on est passé dans des galères, si vous saviez, les neurologues, les voyous qu'il y a dans ce milieu, il y en a des très bons, dont Montpellier, Grenoble, on a trouvé une personne vraiment neurologue extraordinaire, et Montpellier qui ont une équipe, mais là c'est un groupe d'humains, et là on était bien contents d'aller là-bas. Enfin, c'est la neuro de Grenoble qui nous a orientés sur Montpellier, parce que pour elle c'est le plus gros centre en Europe au niveau maladie de Charcot. Et donc Mélanie est rentrée dans divers tests, contrôles, enfin de suivi, et elle a eu un protocole qui s'appelle Himalaya. Donc là, ça nous avait donné un espoir énorme, parce que sa maladie s'était arrêtée d'évoluer. Et là, donc, c'était un bonheur pour nous de voir que cette maladie s'était arrêtée d'évoluer. Et malheureusement, dans ces 383 patients, il y en a 2 qui ont eu des effets indésirables, et donc ils ont tout arrêté.
Donc ils ont tout arrêté et la maladie est repartie. Donc là, après, j'ai rencontré des scientifiques qui nous ont conseillé de prendre des traitements. On a essayé. Anne-Marie, il y a 2 ans, elle a essayé son traitement, mais bon, il n'y a pas eu de résultat. On a essayé plein de choses. Elle a été en Belgique. Mais elle n'a pas pu continuer parce que c'était trop compliqué pour elle. Et c'est vrai que ça a été un petit peu positif. Et ça s'appelle l'ozon. Elle a fait un traitement d'ozon pendant 1 semaine. Enfin, on a fait tout un tas de choses. Bon, le dernier protocole qu'elle a essayé, c'est le professeur Perron qui avait ramené ça des États-Unis. Donc pareil, on est parti. Donc elle l'a fait pendant 5 mois. Mais bon, il nous avait prévenu. Il a dit son cas est vraiment très avancé et j'ai bien peur que. Mais bon, on l'a essayé quand même. Et au jour d'aujourd'hui, Mélanie, elle est dans une galère. Une galère, c'est un bébé de 6 mois. C'est très compliqué pour elle. Même un moustique lui fait peur maintenant. Elle crie quand elle voit un moustique parce qu'elle ne peut plus les faire partir de dessus elle. Et là, c'est devenu très très compliqué. Là, malheureusement, bon, elle vient de faire un de ses rêves avec un humoriste, Stéphane Cuvelier, parce que quand il est venu dormir à la maison, c'est son parrain de cœur. Il lui a dit, Mélanie, on sait très bien que ta vie est plus guère longue. Est-ce que tu as encore une chose que tu aimerais faire, un rêve? Et elle dit, oui, j'aimerais aller à Amsterdam. Et là, elle a dit, ok, on y va. Donc, 5 personnes autour d'elle l'ont accompagnée. Donc, elle a passé une dizaine de jours à Amsterdam. Donc, elle a fait encore un de ses rêves. Mais aujourd'hui, le retour, c'est une catastrophe. Elle est dans un état, elle est très, très fatiguée. Et donc, voilà. Donc, c'est dur au niveau papa, maman, famille. C'est très dur d'accompagner une personne comme ça. Et elle a un caractère de fou. Et heureusement, c'est ça qui la tient, parce que je pense qu'elle serait déjà partie. Mais elle va me fâcher, parce que avant de partir à Amsterdam, elle m'a dit, papa, tu te renseignes pour la Belgique. Et moi, je n'ai pas été capable, parce qu'elle veut partir. Combien de fois elle me demande de mourir, de l'aider à mourir, parce que c'est tellement compliqué pour elle maintenant, c'est devenu... sa langue est paralysée, elle peine à respirer. Donc c'est ma petite poupée de chiffon. Donc il n'y a plus que moi qui à la maison qui peut m'en occuper, parce que bon voilà, elle tient plus ses bras, c'est du chiffon, et donc c'est très compliqué. C'est compliqué pour nous, pour l'accompagner. On essaie de l'accompagner le mieux possible. Je suis assez inventif dans plein de choses pour lui trouver un confort de coussin, de tout, quoi. Mais je comprends là les quelques personnes de l'association des Charcots, parce que moi je les suis, je les appelle quand je peux. Il y en a qui sont partis en Belgique, donc je pense à Bertrand, le dernier qui est parti. Et lui, la chose je l'ai eu au téléphone 15 jours avant qu'il parte. Et lui, son truc, et c'est fou parce qu'on pourrait essayer d'améliorer les choses. Lui, ce qui le marquait beaucoup, c'était que des dames qui s'occupaient de lui pour la toilette, et c'était jamais les mêmes. Et donc ça, c'était dur. C'était un jeune homme, parce qu'il est parti, il avait 37 ans. Donc c'est toutes ces choses qui font que c'est très dur pour ces personnes-là. Donc moi, je comprends qu'ils demandent à partir, parce que ils ont plus de plaisir. Parce que j'essaye à Mélanie de lui donner des petits bonbons qu'elle aimait. Je lui coupe en tout petits bouts, mais elle n'arrive plus à les avaler. Elle n'arrive plus à les sucer, elle n'arrive plus. Donc voilà, et donc pour elle, voilà, elle demande à partir. Bon, c'est très dur, mais je la comprends. Je les comprends. Parce que c'est tellement, ils sont enfermés dans ce corps qui est en train de mourir, mais ils ont toujours leur cerveau. Et ça, c'est très, très compliqué. Et voilà. Donc, qu'est-ce que la vie est dure, qu'est-ce que ces politiciens nous ont fait? Mais c'est une chose horrible, ce qu'ils ont fait. Parce que pour moi, c'est des criminels. Il va falloir qu'ils payent un jour. Et en tant que papa,
tant que papa, là, je suis dans l'accompagnement de ma fille pour qu'elle soit le mieux possible, pour qu'elle fasse sa fin de vie le mieux possible. Je accompagne aussi ma maman parce que j'ai ma maman aussi à côté. Mais un coup qu'ils vont être partis, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais changer de visage. Ça, c'est sûr, parce que tout le monde me connaît en gentil, mais j'ai un caractère qui est très fort et il va falloir qu'ils payent ces personnes. Parce que toute cette souffrance qu'il faut endurer depuis tous ces mois, toutes ces années là avec Mélanie, et puis je pense aux autres personnes, aux parents qui accompagnent. Et je peux pas tout dire parce que Mélanie m'a dit de ne pas le dire en public, mais elle a vécu un drame de son côté. Et ça, il faudra qu'un jour, je vais vous dire franchement, je ne crois plus. Je l'engueule, le gars qui est censé être là-haut, mais non, il fait plus son boulot là. Il nous a lâchés aussi, parce que c'est tellement dur ce qu'on endure en tant que parent, en tant que personne malade. Parce que moi, je vous dis, j'ai tous les charcots au téléphone, et donc j'ai les papas, mamans, les personnes malades. Ils sont dans une souffrance, les pauvres, et c'est horrible ce qu'il faut endurer à toutes ces personnes. Donc voilà. Donc j'espère qu'ils vont payer cher toutes ces méchancetés qu'ils nous ont fait vivre pour de l'argent, parce qu'ils ont vu que l'argent. Et ça, c'est terrible. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté. Merci de nous avoir écoutés. Voilà, vous avez vu le témoignage d'Alain, c'est tout ce qu'il peut vivre aujourd'hui. Je pense qu'on peut l'applaudir encore très fort parce que je peux vous dire que c'est toutes les victimes et tout, on peut tous l'applaudir. Bon. Voilà, elle a des amis magnifiques, mais voilà, quand ces applaudissements vont à tout le monde parce que toutes ces personnes qui sont là, ça veut dire qu'on a compris ce qui se passait. Alors, malheureusement, certains pour le prix de leur vie, et c'est pour ça qu'on se battra pour eux, pour nous tous et pour tous ceux qui veulent faire changer les choses dans le bon sens et surtout avec beaucoup d'humanité. Voilà, je vous remercie. Je laisse la parole à Laurence. Merci encore du fond du cœur.